Bonjour à tous. Donc, on vient d'avoir une caméra qui vient de crever et j'ai trop le seum. et du coup, On ne sait pas s'il va s'en remettre. Je sais pas si je vais m'en remettre. Et j'ai mis une caméra éclatée sur Clem. Donc, je vous le montre. Voilà. Il y a une image chelou, c'est normal. Mais non, je suis c'est BG. fait exprès. T'es BG. Et Georges est trop content parce qu'il a mis son iPhone en caméra. Donc, je vous montre Georges aussi. Voilà. Il est en Full HD Là, maintenant. ouais, là on voit la diff, quoi. C'est 2.0. Donc là, on va faire Outlive de Peter Attia. Donc Peter Attia, qui est un docteur mondialement connu pour ses travaux sur la longévité. Quand tu dis docteur, c'est médecin ? Ouais, c'est un médecin, pardon. C'est un médecin mondialement connu et c'est un peu le livre à la mode en ce moment parce que je sais pas trop comment le formuler, mais Peter Attia, c'est un peu la personne respectée dans ce domaine. Il est connu, il fait beaucoup de podcasts, il est beaucoup respecté. Et c'était un peu attendu, du coup, qu'il mette ses pensées en ordre et qu'il écrive une sorte de synthèse sous forme de livre. Donc c'était quand même un petit peu attendu. Je suis allé aux US récemment, il y avait une personne dans l'avion qui le lisait. Donc en gros, j'en déduis que c'est, tu vois, la popularité du truc, quoi. Tu mesures. Vous voyez, je mesure un petit peu la popularité du truc. Donc toi, peut-être tu le connaissais à travers moi, Clem, mais Georges, je sais pas si tu avais déjà entendu parler de Peter Attia. Si, mais de manière assez superficielle. En gros, je m'étais un peu renseigné sur un peu les gourous. Mais oui, tu avais poncé de la le santé. truc. Ouais. On peut expliquer aux gens que tu avais poncé le sujet. Il a fait un espèce de fichier Excel de goret. Du coup, vas-y, lors de ton ponçage, t'as trouvé quoi sur Peter Attia alors ? Exactement, dans le cadre de mon ponçage, j'ai cru comprendre que c'était un mec crédible, quoi, dont le on va dire le savoir est considéré comme valide, quoi. Ok. Bon, enfin, déjà rien que le fait que tu aies entendu parler de lui, je pense que ça veut dire quelque chose. Et donc voilà. Donc vous allez voir dans ce livre sur la longévité, ça va être assez original en fait, j'ai trouvé, parce qu'il y a que 2 chapitres sur une quinzaine, voire plus. Je crois qu'il y a 17 chapitres et il y a que 2 chapitres qui vont parler de nutrition, par exemple. Tu vois, donc c'est pour vous dire à quel point ça va être original. Donc ceux qui suivent va vous surprendre. Et donc, on va parler des centenaires, des super centenaires, donc c'est ceux qui vont vivre jusqu'à 110 ans, comment ils font. On va parler des 4 grandes maladies qui limitent notre espérance de vie et des différentes actions qu'on peut entreprendre pour augmenter notre espérance de vie. Et en fait, il va aussi hiérarchiser un peu les trucs en fonction de, ok, c'est quoi les actions qui ont juste un impact énorme, c'est quoi les actions où c'est bien mais ça sert un petit peu à rien. Et aussi, il va hiérarchiser aussi, c'est ça que j'ai bien aimé, les trucs dont on est sûr, les trucs dont on est moins sûr, les trucs que lui, il fait, mais peut-être là, c'est un peu branlant. Et c'était assez drôle sur la nutrition. Il expliquait qu'au début, il avait envoyé une page à son éditeur en disant, voilà, c'est ça dont on est sûr, quoi. Rien. Il y a 3 c'est ça. 3 trucs de merde. Donc j'aime bien l'approche. C'est vraiment, c'est cool, quoi. Il remet les trucs en question, c'est intéressant. Donc je sais pas si ça vous chauffe ou il y a que moi qui suis comme un enfant devant la Bible de Peter Attia. Bah non, mais le sujet c'est intéressant, quoi. Surtout si tu dis, c'est vrai qu'on se dit que oui, on pourrait dans un bouquin comme ça sur la longévité parler beaucoup de nutrition de sport. Donc si tu dis qu'il y a d'autres choses, c'est intéressant, quoi. Ouais. On a envie de savoir les secrets. On a envie de savoir. Ça va vous surprendre. Oui, et puis moi j'en ai un peu ras la fouf de la nutrition, tu vois. Voilà. Non, mais... On en est là. Oui, ça fait du bien d'entendre autre chose, ouais, je suis d'accord. Non, mais tu vois, c'est intéressant et tout, mais tu vois, je trouve une fois que t'as compris les 10 trucs, tu vois, je trouve qu'il y a un gros 80-20 dans la nutrition, dans le sens où c'est infiniment complexe. Ouais. Il y a plein de trucs qu'on sait pas et c'est interdépendant et c'est compliqué. Mais tu peux avoir 90% des benefits en sachant un certain nombre de trucs clés. Tu vois. Ouais. Là, tu vois que ça va être méga clean, quoi. Ça va être... Okay. Ça va être épuré, quoi. Ça va être épuré, ouais. Ça va être l'avantage du truc. Donc, voilà. Et juste un petit mot, c'est que j'ai l'impression que ça va être un des rares contenus en français sur ce livre. J'ai pas trouvé autre chose.
Et donc, l'idée, c'est de faire un peu une vidéo riche en informations. Et donc, j'ai hésité, mais je me dis, en fait, on va le faire en 2 parties. Okay. Parce qu'en fait, évidemment, tu peux toujours résumer un livre en 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, en fonction de ce qu'on te donne comme consigne. Mais en fait, là, je me suis dit, si tu le résumes en 1 heure, 1 heure et demie, en fait, on va passer à travers beaucoup de trucs. Donc voilà, je me suis dit, allez, on fait 2 parties et comme ça, il n'y a pas trop de compromis sur le truc parce que c'est vraiment, vraiment vachement bien. Ouais, il a l'air balèze, rien que l'épaisseur, quoi. Ouais, l'épaisseur. Après, c'est écrit en gros, mais ouais, c'est pas chiant à lire parce qu'il raconte un peu sa life aussi, donc c'est marrant. Donc 2 parties et voilà, j'espère que ça fera un recueil d'informations en français intéressant. Donc c'est parti. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant que je commence. Let's go. Ouais. Bitch. Donc dans ce livre déjà en fait il fait la distinction entre espérance de vie tout court et espérance de vie en bonne santé. Et voilà, donc ça paraît évident, mais voilà, il veut surtout optimiser l'espérance de vie en bonne santé. Et l'avantage étant, je ne sais pas si c'est forcément évident pour vous, mais quand tu maximises l'espérance de vie en bonne santé, tu maximises aussi l'espérance de vie, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais voilà, c'est dans ce sens-là, ça marche bien. J'ai bien aimé son approche parce qu'en fait, quand il reçoit un patient dans son cabinet, il lui pose des questions du genre c'est quoi ton but ? Tu veux pouvoir faire quoi à 90 ans ? Est-ce que tu veux pouvoir marcher pendant 30 minutes avec ou sans pente ? Est-ce que tu veux pouvoir soulever tes petits-enfants ? Et après, il demande depuis par terre ou tu veux pouvoir les sortir carrément de leur lit, marcher avec un chien ? Quelle taille de chien ? Est-ce que tu veux pouvoir porter tes courses ? Est-ce que tu veux pouvoir poser un bagage dans le compartiment haut de l'avion ? Et autant le truc d'avant, longévité, espérance de vie en bonne santé, je pense qu'on avait un peu ça en tête, mais là, je trouve ça hyper cool de mettre des choses hyper concrètes dedans. Et donc, ouais, il donne le questionnaire et les gens disent ce qu'ils veulent pouvoir faire et il leur dit si c'est réaliste et comment... Ce que j'allais dire, est-ce que du coup, quand on te pose cette question, est-ce que tu n'as pas envie de tout cocher ? Bah oui, j'ai envie de pouvoir faire tout ça, quoi, non ? Je me rends pas compte. Comment les gens réagissent face à ça ? Parce que là, tu vois, je me dis, putain, je me suis jamais posé ces questions-là, tu vois. Quand j'étais en mode, on verra bien ce que je peux faire, tu vois. Mais du coup, est-ce que... Ouais, il expliquait les gens arrivent à être suffisamment réalistes, quoi, comme tu dis. Non, mais il expliquait qu'au début, quand il posait cette question, les gens savaient pas quoi répondre. Et donc, du coup, il a changé, il a fait une liste de trucs à cocher et il leur a dit, coche 10 trucs. Ah oui, d'accord. Voilà, d'accord, donc tu dois choisir, quoi. Voilà, il a dû réajuster un peu. Mais je trouve ça sympa, quoi. Ouais, et puis moi, ce que je trouve ça... Moi, c'est un truc que j'ai découvert récemment, que j'avais pas du tout conscience de ça. C'est l'écart d'autonomie, de capacité et juste de forme physique à un âge avancé qui peut y avoir entre 2 personnes, genre l'une qui a fait attention à sa santé, qui a fait un peu de sport régulièrement, et l'autre qui en a pas fait. En gros, globalement, je sors des trucs je dis un peu n'importe quoi, mais l'ordre de grandeur, ça me paraissait énorme. Genre, quelqu'un qui avait pas fait de sport et qui était pas fit physiquement, en gros, quelqu'un qui était pas fit physiquement à 40 ans, par exemple, il pouvait avoir le même niveau que quelqu'un qui était fit à 70 ans. Tu vois. Ouais. Donc en fait, j'ai vu une sorte de graphe comme ça où tu avais des comparatifs de gens à différents âges. Et globalement, en gros, ça peut te faire gagner énormément d'autonomie. Et, pendant longtemps, quoi. Et en gros, si tu fais pas attention à ta santé, à ton alimentation et tu fais pas de sport, tu peux vieillir super rapidement. Et du coup, te retrouver très rapidement incapable de faire plein de choses qu'on considère basiques. Comme ce que dit Alexa, genre marcher en pente, etc. Et à l'inverse, si tu te maintiens physiquement, en fait, tu peux rester jusqu'à très longtemps actif et autonome, quoi. Et en fait, je pense que c'est un truc, tu sais, c'est toujours la même chose, c'est se projeter dans l'avenir, on a beaucoup de mal à faire ça. Et donc, en gros, c'est un truc, jusqu'à ce qu'on ait un problème, on n'y fait pas attention. Enfin, il est possible de ne pas y faire attention.
jusqu'à ce que tu aies 40, 45, 50 ans. Et en fait, c'est le jour où ça te tombe dessus que tu te rends compte de ce que tu as perdu, quoi. Ouais. Et quand tu vois l'écart de performance ou d'autonomie entre les gens juste sur la base de lui, il a fait régulièrement du sport et lui, non, c'est genre faramineux, quoi. Ouais, et je pense qu'on peut spoiler, en fait, à la fin du livre, il va insister énormément sur le sport et je pense que, vu que tu m'as partagé ton fichier Excel de Mammouth, Georges, en gros, j'ai bien vu qu'il y avait les mêmes graphes dans ton fichier Excel que dans le livre de Peter Attia. Et oui, en effet, il y a des chiffres où, en gros, tu montres que... Alors, on va définir tous les termes, hein, mais typiquement, là, je vais utiliser des termes flous, mais si tu as la forme physique, je sais pas moi, tu as la meilleure forme physique, tu es dans les top 5%, top 2% de la population, il avait montré que, en gros, tu as 400% de chances de moins de mourir que quelqu'un qui était pas qui était dans le percentile bas. Je vais vous donner les chiffres exacts, hein, quand on sera dans le chapitre sur le sport. Alors que typiquement, tu sais, juste la différence entre fumer et pas fumer, c'était 40%, tu vois, la différence tu vois. Donc en gros, ce que dit Georges, c'est qu'il y a vraiment tu peux avoir des assez gros deltas entre quelqu'un qui on va dire prend pas soin de lui et quelqu'un qui prend soin de lui, quoi. Okay. Ouais, exactement. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est le côté justement, quand tu donnes des exemples concrets de en mode, est-ce que tu veux être capable de soulever tes petits-enfants? Est-ce que tu veux être capable de marcher une demi-heure? Et en fait, c'est des trucs qui paraissent super basiques. Et en fait, tu te rends compte que si tu fais pas de sport, tu peux très rapidement te retrouver à un âge qui me paraît pas faramineux, qui me paraît pas super avancé, genre 60, 70 ans. Ouais. Te retrouver à juste pas pouvoir faire une balade, enfin quelque chose qui nous paraît très basique à notre âge, tu vois. Oui, et je trouve que factualiser ça et genre limite instiguer un peu de la peur enfin en gros, il faut faire, en tout cas peut-être que les gens ils sont plus intelligents que moi, tu vois, mais je pense qu'il faut faire prendre conscience aux gens que tes actions d'aujourd'hui et la régularité à laquelle tu fais du sport, l'impact derrière, c'est globalement est-ce que tu peux te faire une balade ou pas, quoi. Ouais. Et genre moi tu me dis genre à 70 ans, tu vas plus pouvoir te faire de balade sans une canne où tu vas marcher à 2 à l'heure. En vrai, j'ai super peur, quoi. Je fais du sport tout le temps maintenant. Non, mais tu vois, et ça me parle beaucoup plus que de dire oui, tu as 400% de chances de moins de mourir, etc. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais de me dire juste, tu peux pas marcher, tu peux pas juste ton bagage à main le mettre en haut. Tu vois, je veux pas faire de marathon à 70 ans, mais en fait, c'est des trucs, la perte d'autonomie, elle arrive super rapidement, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que les trucs ouais, comme tu dis, de 400%, de vivre en bonne santé, machin, on l'a tous entendu, mais là, ouais, c'est un peu concret, donc c'est un peu cool. Oui, et puis tu sais, je trouve qu'il y a deux approches. Tu as l'approche américaine ou anglo-saxonne qui est de dire j'ai un peu envie de tout optimiser et je veux être dans le contrôle de mon existence et je suis très individualiste et j'optimise tout. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal vu, j'ai l'impression, en France, tu vois. Il y a, par exemple, t'as plein de gens qui peuvent objecter moi je m'en fous tant que j'ai une belle vie et c'est pas grave si je meurs tôt, tu vois, par exemple. Ouais. Ou moi je m'en fous tant que j'ai bien vécu, voilà, je veux pas prolonger ma vie au maximum, je trouve c'est un peu malsain, blablabla. Mais en fait, ces gens-là, on peut leur rétorquer que c'est pas l'objectif, c'est pas nécessairement de vivre jusqu'à 120 ans, mais c'est juste de prolonger ta vie en bonne santé et de pas être handicapé et de pas être dépendant dans la fin de tes jours. Ouais. Et en fait, ça s'applique à tout le monde, tu vois. Même si t'es pas dans l'optimisation, même si tu veux pas vivre super longtemps, tu vois. Moi, par exemple, à titre personnel, c'est pas mon objectif premier. Enfin, ça me parle pas non plus de fou de vivre jusqu'à 140 ans. Mais par contre, de pas être dépendant à 70 ans, ça me parle, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Grave, ouais, carrément. Ouais. Grave. Et puis, je pense qu'il y a aussi, les gens ont des exemples peut-être d'amis ou de gens dans la famille où très tôt ils sont devenus dépendants et oui, c'est pas forcément marrant, quoi. Donc ouais, ça c'était assez cool. Et pareil, au début du bouquin, il va introduire un nouveau concept. Donc il dit ok, enfin, est-ce que c'est un livre qui parle de médecine? Oui et non. C'est un livre qui parle de médecine 3.0. Donc c'est toujours bien de donner des petits noms aux choses, ça rentre mieux dans la tête. Donc là, il appelle ça la médecine 3.0 et je vais le définir parce que comme ça, on va utiliser souvent ce terme. Et donc c'est quoi selon lui la 3.0?
Déjà, la médecine 1.0, c'est facile, c'est quand on savait pas ce qu'on faisait, on faisait des saignées, on faisait venir le chaman, voilà, ça commence avec Hippocrate. Il dit quand même qu'ils avaient deviné 2-3 trucs correctement, mais c'était pas la folie non plus. Ensuite, tu as la médecine 2.0, donc ça c'est la médecine d'aujourd'hui. Donc il dit pas très doué pour éviter que les gens tombent malades, mais par contre tout l'effort est mis pour s'occuper d'eux une fois qu'ils ont un problème. Voilà. Et donc s'il devait résumer, il dirait que la médecine 2.0, elle s'occupe des morts rapides. Tu sais, tu viens à l'hôpital après un accident de voiture grave, ils vont essayer de te sauver. Voilà. Médecine 2.0, c'est à ça que sont entraînés les médecins. Et médecine 2.0, c'est l'espérance de vie, c'est pas l'espérance de vie en bonne santé. Et donc lui, dans ce livre, il essaye de parler en fait un peu uniquement de médecine 3.0, tel qu'il le définit. Donc c'est vraiment de travailler avant que les problèmes arrivent, d'une part, et d'autre part, vous allez voir, c'est hyper intéressant, c'est de personnaliser les actions. Parce que chaque individu est différent, et même si c'est pas la personnalité, ça sera les gènes. Voilà. Donc médecine 3.0, c'est on optimise l'espérance de vie en bonne santé, et elle s'occupe des morts lentes. Alors, je ne sais pas si vous avez un exemple de mort lente. Typiquement, ça vous parle, mort lente. Si vous deviez me dire, c'est quoi une mort lente comparée à la mort rapide dont on parlait tout à l'heure, tu as eu un accident de voiture, voilà. C'est quoi une mort lente? Après, le truc, c'est que ça dépend effectivement sur combien tu peux prolonger, tu vois. Mais tu vois, genre, par exemple, quand tu as un grand-parent qui commence à devenir dément, qui commence à avoir Alzheimer, etc., ouais. Ça peut prendre plusieurs années. Ouais. Tu peux considérer que c'est lent. Et après, si tu prolonges encore plus en mode plusieurs dizaines d'années, ouais. Tu rentres dans juste effectivement le préventif du quotidien, en mode je veux pas avoir le diabète, je veux être en bonne santé, je veux pas perdre de l'autonomie. En fait, parce que en fait tous ces éléments-là peuvent être constitutifs tu peux dire plus tard. Oui, mais en fait, c'est un bon exemple. Et en fait, dans le livre, on va voir que ces maladies neurodégénératives, en fait, elles commencent très très tôt. Enfin, tu commences très tôt à influer dessus. Et donc, oui, c'est en quelque sorte une mort lente, dans le sens où tu te tues à petit feu. Et à la fin, vers 50, 60, 70 ans, quand ça apparaît, là, tu commences à avoir vraiment des effets délétères. Alors que peut-être à 45, 50 ans, juste t'oubliais un petit peu les trucs et c'était pas grave et tu remarquais même pas que tu l'avais. Lui, comme exemple, il en donne un qui est son exemple préféré, j'ai l'impression. Tu vois, typiquement les accidents cardiovasculaires, donc tu sais, c'est les artères qui vont se boucher. Et en fait, c'est un bon exemple, je trouve, parce que ce qu'il explique, c'est que c'est un processus qui commence quand tu es jeune. C'est-à-dire que tes artères, elles vont se boucher petit à petit au cours de ta vie. Et ça, c'est quelque chose que tu vois quand tu fais des autopsies de jeunes qui sont morts d'autre chose. Tu vois juste que le processus a commencé en fait dans les artères, donc tu vois bien. Et donc, lui, ce qu'il veut dire, c'est que si tu veux faire quelque chose, il faut t'y prendre bien avant pour ralentir le processus dès le plus jeune âge. Hein. Donc, tu vois, il dit, si tu peux avoir les artères de quelqu'un de 50 ans, entre guillemets, alors que tu as 80 ans, entre guillemets, t'as joué sur la mort lente, quoi. Y a pas fumé aussi, c'est un bon exemple de prévenir une mort lente. On peut citer ça. Voilà. Donc, là, on parlait du coup de la maladie neurodégénérative, on parlait de la maladie cardiovasculaire. Donc ça, c'est 2 des 4 maladies principales qu'il va traiter dans le livre. En fait, il les appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. En gros, c'est les 4 maladies qui tuent tout le monde, quoi, en gros. Donc il y a ça, il y a neurodégénérative, il y a cardiovasculaire, il y a les maladies métaboliques, comme le diabète de type 2, et le dernier, c'est le cancer. Donc il y a vraiment 4 grands piliers. Et on va devoir essayer de shifter le moment où en fait on va être confronté à ces maladies. On va essayer de le shifter le plus tard possible, quoi. Voilà. Peut-être dernière chose à dire sur la médecine 3.0, c'est que en fait ça en demande aussi un peu à toi le patient. C'est-à-dire qu'on te demande des trucs à toi, d'avoir quelques notions de médecine, d'être actif plutôt que passif, d'être un peu informé. Donc voilà, je ne sais pas si on aime bien le concept qu'il vient de définir ou pas. Oui, on aime bien parce que
Non, mais je pense qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais je pense on sent que ça manque un peu dans la médecine d'aujourd'hui, ce côté préventif. Et moi, je suis assez curieuse parce que quand j'avais commencé à bosser il y a plusieurs années, j'avais pas mal entendu parler de médecine personnalisée, là, personalized medicine. Parce que moi, je bossais dans des gens qui développaient des nouvelles technos, tu sais, des capteurs, plein de technos comme ça qui pouvaient servir à avoir des diagnostics personnalisés ou des diagnostics préventifs personnalisés pour prévenir justement l'arrivée de maladies. Et en fait, c'est vrai que c'était il y a déjà 10-12 ans. On nous promettait ça comme l'avenir de la médecine, un avenir quand même relativement proche. Et là, j'aimerais bien savoir un peu où ça en est, quoi. Ouais. Et je comprends qu'il y a... parce qu'il y a évidemment peut-être des technologies dont il y a besoin, et puis il y a aussi besoin que le système se mette en place, que les médecins intègrent ce genre de diagnostic, de façon de faire de la médecine. Ouais, complètement. Ça va tout de suite très clair, en fait, c'est quoi les... Enfin, vous allez tout de suite comprendre, en fait, quand on va parler un peu plus en détail de où l'individu apparaît, en fait, dans le raisonnement. Ça va être très intéressant, ouais. Donc là... quelle stratégie on met en place pour vivre longtemps en bonne santé? Donc là où médecine 2.0 s'appuie sur la chirurgie et les médicaments, la médecine 3.0 va s'appuyer sur 4 piliers. On va y avoir le sport, la nutrition, le sommeil et la santé psychique, psychologique, je ne sais pas comment dire, la santé mentale. Et il y a un pilier bonus qui est en gros les molécules, les suppléments exogènes que tu peux prendre. Mais voilà, en gros, il y a 4 piliers. Et en fait, là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est qu'il va te demander de te mettre une note sur les 4 piliers, donc sport, nutrition, sommeil et santé psychique. Et en gros, il te dit, si tu as 0 sur 10 en sommeil, par exemple, ça sert à rien d'essayer de passer ta nutrition de 9 à 9,5 sur 10. Tu vois. Ça sert strictement à rien. Il faut vraiment répartir ses efforts entre les 4 piliers. Cherche pas à optimiser à fond, je sais pas quoi, si derrière, t'es pas bon dans les autres piliers. Et là, on commence à soulever un peu la nappe du truc de, en fait, il n'y a que 2 chapitres sur la nutrition. En fait, t'as pas besoin d'avoir 9,99 en nutrition, en fait. Et ça, c'est cool, déjà, comme approche. C'est un peu original par rapport à ce qu'on a lu dans d'autres bouquins, quoi. T'avais vu ça, Georges, quand t'avais poncé Non, mais oui, c'est vrai, je trouve ça pas mal. C'est vrai, parce que même, je trouve que dans le grand public, on n'a pas trop de... En fait, tu vois, c'est pas une évidence pour tout le monde l'existence de ces 4 piliers. Tu vois, en gros, qu'est-ce qui fait que tu vas vivre en bonne santé longtemps ? Tu vois, je trouve ça bien de le clarifier, de le dire qu'en fait, il y a 4 trucs. Il y a ce que tu bouffes, comment tu dors et le sport que tu fais, quoi, globalement. Et tu vois, donc je trouve que de simplifier un truc complexe en ces 3 concepts, c'est bien. 4. Alors c'est 4, ouais. Mais après, le dernier, c'est les suppléments que tu prends, c'est ça ? C'était santé psychique, santé mentale. Ah oui, santé psychique, oui, voilà. Et ta santé, ton niveau de stress, ouais, exactement. Donc en gros, résumer ta santé, rien que le fait de dire ta santé, c'est ton niveau de stress, ce que tu manges, le sport que tu fais et comment tu dors. Tu vois, c'est simple et ça permet à tout le monde de comprendre. Ouais. Et après, d'autre part, de dire que ces 4 variables qui sont globalement interdépendantes et de dire que il est inutile de vouloir optimiser au maximum une variable si t'en as une autre qui est très basse. Tu vois, même chose, c'est vachement sain, quoi. De se dire, en fait, la santé, c'est holistique. Tu peux avoir des gains très rapides en essayant d'augmenter collectivement ces variables à un certain niveau. Et après, passer à 8, 9, 10, c'est un peu accessoire et c'est si t'as envie, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, du coup, pour ne pas le nommer, en gros, on a souvent envie de passer la nutrition de 9,98 à 9,99,99. Et en fait, juste te dit, lâche le steak, en fait, tu vois. Donc, c'est intéressant, tu vois. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est cool, ce truc-là. Vraiment, notez-vous sur ces 4 piliers. Ça, c'est vraiment bien. Et en plus, c'est des conseils faciles à donner à vos proches. Et en plus, typiquement, tu vois, tu disais, souvent, on ignore un des 4 piliers. En fait, les médecins, c'est les premiers à ignorer le pilier du sommeil.
ça les fait rire de dormir 2 heures en 48 heures, tu sais, quand ils sont à l'école. Tu veux dire eux dans leur travail. Ouais, quand ils sont en internat et quand lui, il a des histoires horribles où il est en chirurgie et il est là, j'ai dormi 4 heures depuis 3 jours. Et juste, il s'effondre dans le patient, tu vois, qui est ouvert. Putain. Bon, il s'est rien passé, mais genre, il s'est effondré dans le patient. Voilà, donc on le verra dans le chapitre sur le sommeil, mais oui, en gros, quand t'as pas dormi, t'es juste teubé, quoi. Ouais. Et tu te fais des dommages irréversibles à ton corps. Donc, tu vois, c'est marrant parce que même, du coup, c'est comme si t'allais voir un dentiste avec les dents pourries, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Tu vois. Oui, tu vois, même je trouve qu'on a un manque d'éducation, enfin en tout cas en France. Après, je sais pas, je vais pas extrapoler mon cas personnel, mais je trouve que dans notre jeunesse, personne nous a dit voilà, la santé c'est ces 4 trucs. Il faut préserver ces 4 trucs. Ils sont interdépendants. Ça sert à rien de les optimiser individuellement. Il faut collectivement essayer de monter à 5, 6, 7. Et en fait, c'est quand même assez simple à expliquer. Tu peux l'expliquer à un enfant. Et tu vois, on me l'a jamais dit aussi simplement que ça. Ouais, tu pourrais limite faire des tableaux, manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Optimiser vos 4 piliers. Et tu vois, je trouve que dans ces 4 piliers, après ça c'est mon opinion personnelle, je sais pas ce qu'il en pense David Attia, mais tu vois, genre, je trouve que dans ces 4 piliers, en fait, le sport, c'est super crucial parce que ça drive les autres. Parce qu'en gros, si tu te mets à faire beaucoup de sport, tu vas être fatigué, donc tu vas mieux dormir. Tu vas pouvoir évacuer le stress plus facilement. Tu vas rechigner à bouffer des grosses tablettes de chocolat parce que tu te dis quand même, j'ai fait du sport à côté et en plus, c'est un coupe-faim, je trouve un peu le sport. Donc voilà, c'est mon opinion personnelle, mais tu vois, j'ai le feeling que sur ces 4 variables, le sport, c'est un peu la clé du succès parce qu'elle va améliorer ta performance, parce qu'elle va améliorer ta discipline sur les 3 autres variables. Ouais, il dit pas ça, mais je pense que ce que tu dis, ça fait pas débat. Mais par contre, il est à fond sur le sport. Donc, mais tu vois, parce que il va pas te faire mentir. Parce que tu vois, genre, c'est ça, parce qu'en vrai, genre, si je dors bien, par exemple, ça va pas spécialement me donner envie de faire du sport ou de mieux manger. Tu vois. Oui, je sais ce que tu veux dire. Ça va me rendre moins stressé, c'est vrai, c'est mais pas sur le sport et pas sur le sport ni mieux manger. Tu vois. Alors que je trouve que le sport, vraiment, il impacte les 3 autres mécaniquement. Il y a un côté magique. Bon, après, et à l'inverse, mais ils sont tous liés. Hein, ils sont tous parce liés. Que moi, si je suis fatiguée, je suis stressée. Et dans ce cas, j'ai envie de compenser par de la bouffe. Et en général, c'est pas des carottes, quoi. Donc bon. Tout est lié, mais oui, il va pas te faire mentir sur le sport, c'est sûr. Donc là, je voulais évoquer brièvement en fait, d'où est-ce qu'on va sortir nos données en fait. Les données vont pas sortir de nulle part et on a envie de sortir des données à partir de sources pertinentes. Et donc on va regarder quoi ? On va regarder 5 choses. On va regarder déjà les centenaires. Donc c'est les gens qui ont mis 20 à 30 ans d'espérance de vie à tout le monde. Donc bim. Donc ils font quoi ? Le point numéro 1, ça c'est le chapitre juste après, on va regarder les centenaires, ça va être hyper rigolo. Ensuite on va regarder les modèles non humains. Donc typiquement les souris, tu peux les étudier de la naissance à la mort parce qu'elles vivent 2 à 3 ans. Si tu veux étudier des humains de la naissance à la mort et contrôler ce qu'ils font, t'es mort avant, tu vas oublier quoi. Ça va pas le faire quoi. Donc Clem elle est très pragmatique. T'es mort avant d'avoir les résultats de l'étude. C'est même pas genre même t'es pas à la ça va retraite. être long ou genre ça pose des problèmes éthiques et tout, c'est juste que t'es mort avant. Donc ça c'est le point numéro 2, les souris ou les modèles non humains. Ensuite il va prendre tout ce qu'il peut sur les études sur les humains qui concernent les 4 cavaliers de l'apocalypse, les 4 grosses maladies. Point numéro 4, il va étudier les mécanismes cellulaires du vieillissement, un petit peu comme une approche d'ingénieur. Et là, le point numéro 5, attention, concept de bâtard. Il va utiliser ce qu'on appelle la randomisation mendélienne. Et donc ça, c'est hyper intéressant, on peut en parler 5 minutes avant de parler des centenaires. J'imagine que vous n'avez jamais entendu parler de la randomisation mendélienne. Mais bien sûr que si. Ouais. Alors, on va jouer à un jeu, du coup. Je vous demande comment est-ce que vous feriez pour savoir si fumer, c'est mauvais pour la santé, par exemple. Si je vous demandais, OK, vous devez faire une étude, vous devez me démontrer que fumer, c'est mauvais pour la santé, comment vous feriez ? Allez, le premier qui trouve... On fait une étude comparative entre des gens qui fument, des gens qui fument pas. Alors, vas-y, c'est quoi ? Vas-y, développe. Oh, putain. Non, mais là, t'es chercheur, tu fais quoi ?
vas-y. Et je fais un appel à des candidats. À des candidats fumeurs. Alors après, moi, et des non-fumeurs. Et je prends des fumeurs, mais je sais pas, je me dis, il va falloir définir peut-être un truc genre, il faut qu'ils fument depuis au moins 5 ans. Attends. En fait, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que là, tu prends des gens au hasard. Du coup, je suis en train de me rendre compte que peut-être au hasard, c'est compliqué. Enfin, au hasard, mais avec des caractéristiques définies. T'as une idée pour l'aider ou pas? Sauf moi, tu la laisses dans sa merde. Ouais, c'est ça. Non, avec son étude de merde. Je la laisse. Non, mais en gros, le truc, c'est que tu veux du toute chose égale par ailleurs, quoi. Et en fait, je sais pas comment tu fais pour avoir du toute chose égale par ailleurs. Non, en fait, le toute chose égale par ailleurs, t'en as pas besoin si tu prends suffisamment de gens. Mais précisez ce que vous voulez dire un peu, c'est intéressant. Vas-y, vous feriez comment, la Clem? Ok, vas-y, tu fais comment, là? Je prends vraiment plein de gens. Tu prends plein de gens. Ouais. Tu les choisis au hasard. Et tu fais fumer un groupe et pas fumer un autre groupe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étude randomisée. Donc ça, c'est considéré... C'est random, quoi. C'est-à-dire que tu prends des gens au hasard et tu prends un groupe pour me dire que c'est représentatif de la population. Et tu fais fumer un groupe et tu fais ne pas fumer l'autre. Et donc ça, c'est considéré comme la meilleure étude que tu puisses faire. C'est le truc, je sais pas comment dire en français, le gold standard. C'est le truc, c'est trop bien, quoi. Et donc étude randomisée en double aveugle, je crois que ça s'appelle. Sauf que... Oui, j'ai jamais compris la partie de double aveugle. Je pense que c'est que en gros les gens sont pris au hasard. Ah oui, double aveugle, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il y a un double aveugle, c'est que quand tu leur donnes des médicaments, non? Il y a un groupe placebo. Peut-être. Ouais, mais du coup, ça marche pas avec fumer. Avec fumer, ça marche pas. C'est quand tu veux tester un médicament, je crois, en double aveugle, c'est que placebo, ni les patients ni les médecins ne savent quel patient reçoit ne savent quel patient reçoit le médicament. Ah oui, d'accord, c'est ça. Mais donc du coup, c'est l'observé et l'observateur ne savent pas. Voilà, du coup, c'est juste randomisé, tu vois, je me suis trompé, du coup, on a bien fait de se poser la question. Donc ça, c'est l'étude randomisée. Donc tu prends des personnes au hasard, t'en fais fumer certaines, t'en fais pas fumer d'autres. Mais le problème, c'est que c'est pas éthique, surtout sur le fait de fumer, parce que tu te doutes que c'est pas bon pour la santé. T'as pas que ça à foutre parce que l'étude. Oui, c'est pour ça que moi je voulais prendre des gens qui sont déjà fumeurs. Attends. Okay. Je les fais pas fumer. T'as pas que ça à foutre parce que du coup il faut attendre 20 ans avant de voir s'ils développent un cancer ou pas. Et ça coûte un pognon de dingue parce que. Faut acheter les clopes. Faut acheter les clopes, faut suivre les mecs, faut vérifier qu'ils fassent bien ça. Et les meufs, du coup. Et les meufs, et peut-être qu'avec les clopes c'est facile, mais imagine avec la bouffe, je sais pas, tu leur fais bouffer des pâtes, faut que tu suives combien de grammes, enfin tu vois, c'est compliqué. Donc là, Clem, t'allais intervenir et t'allais dire, bah non, je prends des gens qui fument déjà. Ouais, c'était mon projet. Sur la cigarette, en tout cas, je me dis, ça marche, tu vois. Ouais. Alors, je me dis, je prends que des gens qui fument depuis 10 ans, un paquet par jour en moyenne. Quoi. Et ça s'appelle l'étude épidémiologique. Donc, tu regardes dans la population ceux qui fument et qui fument pas, et tu regardes la différence entre les deux groupes. Okay. C'est pas vraiment considéré comme une bonne étude, parce que tu peux avoir des corrélations qui te font chier. Genre, peut-être que ceux qui fument, ils prennent de l'alcool, ils dorment pas, ils sont déprimés. Ouais. D'où ce que disait Georges, toutes choses égales par ailleurs. Il faudrait qu'ils aient tous le même background. Voilà. Donc l'étude épidémiologique, ça peut donner des indices, mais en général, c'est pas hyper convaincant. Il y a des détracteurs souvent. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi à cause d'études épidémiologiques qu'on croit que la viande, c'est mauvais pour la santé, typiquement. Alors que moi, je suis béton, je suis sûr que il n'y a absolument aucun problème à manger de la viande. C'est juste qu'en général, tu bois de la bière et tu fumes quand tu manges de la viande. Donc voilà, ça perturbe les études. Et donc c'est là que la randomisation mendélienne, je ne sais pas comment on dit, mendélienne, intervient. Et donc tu prends la population générale, tu sépares les fumeurs et les non-fumeurs, et tu formes des petits groupes en fonction de l'ADN, donc des gènes de cette population générale. Donc pour rappel, une grande partie de nos comportements sont influencés par les gènes. Et tu vas regarder, tu vas dire ok, je vois que le groupe qui a le gène rouge, je sais pas, je donne des noms de couleurs aux gènes, fume beaucoup. Alors que le groupe qui a le gène vert, ils fument beaucoup moins. Et je vois que ceux qui ont le gène rouge, ils meurent 10 ans plus tôt. Et donc tu te dis, ok, premier élément intéressant.
mais peut-être que le gène rouge, juste, il te fait mourir 10 ans plus tôt, tu sais pas. Tu vois. Et donc, ce que tu vas faire, et c'est là où c'est beau, cette randomisation mendélienne, c'est que dans un second temps, tu vas prendre tous ceux qui ont le gène rouge, et là, tu vas regarder ceux qui fument et qui fument pas, dans le gène rouge, et tu vas regarder si dans ce sous-groupe-là, tu as aussi une différence de 10 ans d'espérance de vie. Voilà. Et donc, tu vas faire ça avec plein de petits groupes, statistiquement, et tu vas regarder, tu vas essayer de trouver dans l'étude épidémiologique, du coup, dans la population générale, en séparant par petits groupes, les phénomènes qui, du coup, sont ultra reproductibles, même quand tu sépares en petits groupes. Je sais pas si c'est un peu clair ce que j'ai dit. Ouais. Mais du coup, ouais, en gros, je sais pas si j'ai parfaitement compris. Donc, c'est comme une étude épidémiologique dans le sens où tu prends des groupes, tu prends des gens dans la population. Ouais. Et après, tu les sépares. En fait, c'est quoi la caractéristique commune des groupes, des sous-groupes ? Là, dans la randomisation mendélienne, c'est les gènes. C'est-à-dire que tu essaies de trouver, en gros, tu les regroupes un peu par génotype. Par proximité. Mais du coup, par niveau de proximité, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ok, donc en gros, tu prends les gens, donc tu fais un séquençage de l'ADN de tous les participants à l'étude, et tu dis, je vais diviser en 10 groupes qui sont les plus similaires les uns des autres. Oui, après, tu as des outils mathématiques qui permettent de faire ça, oui. Okay. C'est ça. Ok, d'accord. Et, mais après, tu vois, là, là, il parle de gènes, mais en fait, je me suis dit, tu pourrais faire ça aussi avec plein d'autres trucs, genre typiquement, je m'étais dit les classes sociales, tu vois. Tu peux te dire... t'as l'impression que quand tu fais sur la population générale, manger de la viande ou fumer, c'est mauvais pour la santé. Mais est-ce que, du coup, si tu prends dans le sous-groupe, je sais pas, classe sociale plus pauvre, est-ce que dans ce sous-groupe, ça marche aussi ? Est-ce que ceux qui fument et ceux qui fument pas, ils ont aussi... tu vois, si tu fais sous-groupe par sous-groupe, ok, dans les gens qui sont un peu plus riches, est-ce que ceux qui fument pas et ceux qui fument, ils meurent avant ? Tu vois, je pense que de laisser la nature et la société faire la partie aléatoire pour toi. Je pense que c'est ça toute l'idée de la randomisation mendélienne. Oui. Et mais du coup, en gros, en fait, c'est l'équivalent. La création de tes sous-groupes permet de normaliser une variable, en fait. Exactement. En gros, donc en gros, tu crées ton sous-groupe sur la base des gènes. Ça te permet d'enlever l'influence des gènes sur les conclusions de l'étude. Tu crées tes sous-groupes sur la base du milieu social, ça te permet d'enlever l'influence de ce truc-là. Oui, mais les gènes, c'est ultra puissant parce que ça dicte aussi le comportement. Ouais. Donc c'est vraiment... c'est pour ça que je pense que c'est ça qui est utilisé en général, parce que du coup, c'est juste méga puissant, quoi. Okay. Mais du coup, c'est pour ma curiosité personnelle, quand on dit oui, on a fait cette étude, et même en normalisant par telle variable, etc., en fait, la technique utilisée, c'est la randomisation mendélienne, ou il y a d'autres techniques pour... Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que randomisation mendélienne, ça fait référence. T'es obligé d'utiliser les gènes, il me semble. Ah, d'accord. Mais bon, me mettez pas un flingue sous la tempe là-dessus, quoi. Okay. Et en fait, pourquoi j'ai pris le temps de décrire ça, en fait, c'est que en fait, je trouve ça hyper cool. Et je sais que souvent dans les commentaires ou sur WhatsApp, je reçois des messages et on me dit, mais en fait, sur la nutrition, sur la longévité, il y a tellement d'informations contradictoires sur Internet. Comment tu fais pour... moi, je peux toujours trouver un article qui dit que ce gars-là, il dit de la merde. Et en fait, ce que j'ai tendance à répondre, en fait, c'est si tu as quelqu'un comme Peter Attia qui est capable d'aller dans ce niveau de détail, de c'est quoi les... Tu vois, de savoir donner une note sur la méthodo de chaque étude, d'avoir toutes les études en tête. Typiquement, il dit que tous les jours, de 8h à 9h, il lit les nouvelles études qui sont publiées. C'est un mec qui va faire des podcasts ultra longs avec tous les gens de ce milieu-là, de la longévité. Tu vois, en fait, j'ai tendance à lui accorder plus de crédibilité que à des gens un peu random sur Internet, quoi. Qui font un article vite fait. Non, mais... Ouais, enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que en fait, c'est le bordel, en fait. Si tu regardes sur Internet, tu peux pas trouver, en fait. Enfin... Vous voyez un peu le point Oui. Ouais, en fait, t'as un côté méta, quoi. Tu veux ouais, c'est ça.
tu veux le mec qui... En fait, si tu prends le mammouth par un bout, bah, tu vas pas voir la vue d'ensemble et tu vas te perdre. Ouais. Et aussi, ce bout-là va avoir une importance démesurée par rapport au problème réel. Ouais. Alors, et du coup, tu as besoin d'un mec qui soit crédible et qui, lui, fasse l'ingestion de toutes les infos pour te donner ce qui est vraiment intéressant. Quoi. C'est ça. Et en fait, j'avais envie aussi de l'illustrer parce que tu avais un gars qui nous écoutait sur l'épisode de la glucose goddess. Et c'est vachement cool de recevoir ce genre de commentaires. Et il a raison. Il a dit, en fait, moi, quand je cherche sur Internet, je trouve plein d'articles en fait qui disent que le livre de la glucose goddess c'est shady, tu vois, c'est d'un point de vue scientifique c'est vraiment pas très carré et en fait je sais pas, en fait j'ai l'impression que tu vas toujours trouver des articles à la con, enfin à la con c'est pas sympa, mais tu vas toujours trouver des articles qui critiquent tel et tel livre ou tel concept. Et là typiquement les articles j'avais regardé. Et c'était souvent des arguments, moi ça me convainc pas, tu vois, c'était des arguments du style ah mais on savait déjà donc il y a rien de nouveau, les gens sont cons donc ils vont mal faire, elle encourage les gens à manger du sucre parce que si tu le manges, elle dit que si tu le manges à la fin du repas c'est moins grave. Et c'est des arguments. Ouais, mais je trouve que ça demande trop de temps et trop de bandes passantes pour arriver à la fin du truc. Et je trouve que des fois, tu es obligé de prendre des raccourcis et de dire je me trouve quelques personnes de confiance, ils ont l'air d'être rigoureux, ils ont l'air de pas être dans une certaine religion, moi je suis végétarien, moi je suis paléo, ou je sais pas quoi. Et tu les suis, quoi. J'ai pas d'autres... tu vois, j'ai pas d'autres... et c'est pour ça que je trouve ça cool, en fait, de l'entendre parler de c'est quoi sa méthodo, en fait. Donc... Oui, du coup, ça donne confiance. Et exactement, au moins, tu sais où il a sorti ses infos et t'as pas de... Ouais, et puis tu te dis, je sais pas, ça a l'air robuste, quoi. Ouais, ouais je suis d'accord. Après, mais je trouve cette problématique-là, c'est super intéressant de... aujourd'hui, on a une quantité d'informations qui est produite, qui est démesurée. Comment tu fais pour... avoir rapidement les conclusions intéressantes de tout ce qu'il y a et en enlevant les mensonges et l'intox. Tu vois. Ouais. Et globalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut se reposer sur un certain nombre d'experts qui, eux, ont dédié le temps pour faire sens du problème. Quoi. Ouais. Et après, la question, c'est comment tu trouves ces experts-là. Mais tu vois, genre, c'est pas l'objet du bouquin, tu vois, mais limite, on pourrait se faire une méthodologie, tu vois. Genre, en gros, sur la base de tu te mets à chercher sur Internet, sur la base de quels critères tu dis, OK, celui-là, il me semble stylé, je le garde dans ma besace, et celui-là, je l'enlève. Tu vois. Oui, parce que je pense que tout le monde a la démarche de je vais un peu chercher l'expert. Mais je pense que une proportion pas négligeable des gens se trompent d'experts, tu vois, ils se retrouvent avec Didier Raoult, tu vois. Tu vas encore te faire insulter par les boomers dans les commentaires. Genre. Non, mais tu vois, et t'as vraiment un enjeu de, en fait, comment sur quels sont tes critères de sélection du gars, quoi. Et ensuite, je pense qu'il faut déjà pas en avoir qu'un, parce que toi aussi, ce que tu dis, c'est que c'est bien d'en avoir plusieurs, et que, en fait, c'est quand... ces quelques-là où ta confiance disent les mêmes choses que tu dis ça je pense qu'on sait. Et il y avait quand même une autre chose que j'avais trouvé intéressante, que ceux que vous avez interviewés là, les deux youtubeurs qui ont sorti Osons causer, ils disaient que c'était que eux, dans leur démarche, il y avait d'aller voir des experts, et il y avait aussi une question de tout le temps remettre en question, se remettre en question, et même remettre en question les experts pour être sûr qu'ils ne sont pas devenus les caricatures d'eux-mêmes, apporter toujours le même message, mais qui sont bien, comme le fait là Peter Attia, qui se mettent bien à jour au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, parce que dans des domaines, par exemple l'énergie, par exemple la nutrition, et j'imagine d'autres, en fait on est en train de découvrir plein de choses, de comprendre plein de choses, et donc il ne faut pas se dire ça y est, j'ai compris un truc et je m'arrête là et c'est mon message que je diffuse tout le temps, en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, je repère les experts, mais s'ils sont en train de devenir un peu caricaturaux, gourous et tout ça,
peut-être je change d'expert, quoi. Oui, et sur ce que tu dis, en fait, une des clés aussi, souvent, c'est quand les gens admettent facilement qu'ils ont tort. Ouais, c'est ça. Et lui, il admet... il dit à chaque fois, avant, je disais de faire ça, ça et ça, et j'ai changé d'avis, et machin. Donc, lui, il est vraiment... donc, en fait, là, tu vois vraiment que c'est un mec sain, quoi. C'est ça. Ceux qui disent je me trompe, ou j'avais pas compris, ou j'avais mal compris, ou quoi, je pense que c'est un gage de confiance. Ouais. Et juste, je suis désolé, je suis obligé de vous le faire, mais en fait, et c'est même pas moi qui suis de mauvaise foi, c'est-à-dire j'ai juste ouvert un des articles au hasard là, qu'on m'avait envoyé et j'ai voulu mettre un extrait de typiquement le genre de truc qui m'énerve. C'est-à-dire que, en gros, le journaliste va voir Magali Voleri, nutritionniste. Donc en gros, il est là, genre Magali Voleri, elle est trop chaude et la glucose goddess, c'est une sous-merde. Et donc le journaliste va voir Magali. Et dit, la glucose goddess, elle dit qu'une fois transformés, les fruits ne sont pas meilleurs que le chocolat. Et donc, vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait dit. En gros, le fruit, c'est bien parce qu'il y a les fibres. La compote, ça commence à devenir un peu compliqué parce qu'on a broyé toutes les fibres. Et le jus d'orange, c'est plus que juste de l'eau avec du sucre, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ça fait référence à ça. Et Magali Voleri nous répond, c'est totalement faux. Il est facile de comprendre que les sucres simples comme les fruits font monter la glycémie plus rapidement que les sucres complexes, mais il faut savoir que plus un aliment est complexe, plus notre organisme aura besoin d'énergie pour le digérer. Les fruits contiennent des fibres, et donc leur digestion est complexe et lente. Manger des fruits frais est donc bien plus simple que de boire un Coca-Cola. Je suis scandalisé que de telles absurdités soient publiées. Donc, vous voyez le niveau d'entropie pour quelqu'un juste... Non mais le niveau d'entropie pour Jean-Michel lambda qui lit ça, le niveau d'entropie que Magali et que le journaliste ils sont en train de générer. Bordel, quoi. Non mais juste, moi je lis ça en fait, je suis fatigué et j'ai envie d'éteindre Internet. Quoi. Donc, si vous voulez que je mette mes lunettes de soleil et mon t-shirt Denver et ma casquette à l'envers et que je fasse tous les articles que j'ai trouvés un à un en monologue, vous me le dites, ça va m'enlever un poids. C'est ça, t'as besoin de les lâcher, quoi. J'étais passablement énervé. Donc, non, mais c'est vraiment, c'est de l'entropie gratuite, quoi. Bref. Il en a gros sur la patate. Les centenaires. Donc, à votre avis, qui sont les gens qui vivent plus de 100 ans? Est-ce que vous avez des rumeurs un peu à la con en tête? Bien sûr. Vas-y, c'est quoi, là? Les gens autour de la Méditerranée, là. Ceux qui vivent au régime méditerranéen, d'accord, tout ça. Okay, eux, apparemment, il y a plus de centenaires là-bas. En tout cas, dans ce que j'ai entendu. T'as des mythes aussi, Georges, en tête? Oui, c'est vrai. Moi, j'avais lu les régimes de genre, il faut boire de l'huile d'olive et du coup, tu vis 1000 ans. Genre en Italie, en Grèce, ils sont bien. Ouais. Et les Japs aussi, les Japs sont chauds. Ouais. Donc les sushis, apparemment. Mais ils sont chauds. Voilà, c'est les seuls mythes que je connais. Ouais, mais je crois qu'il y a une étude en gros qui s'appelle Predimed ou je peux vous retrouver le nom si ça vous intéresse, mais oui, en gros, c'est hyper connu. Ils avaient donné à un groupe, je crois, des noix de macadamia. À un groupe, c'était assez élégant parce qu'ils offraient en fait les denrées. Tu vois, ils disaient, en fait, on va juste offrir les denrées aux gens et on va regarder les différents résultats. Okay. Donc, ils offraient à un groupe les noix de macadamia, un groupe, ils offraient, je crois, de l'huile d'olive, et un autre groupe, ils avaient dit de limiter les graisses. Et ils ont dû arrêter l'étude tellement les mecs à qui ils avaient dit d'arrêter les graisses, ils étaient en train de crever. Donc, si ça vous intéresse dans les commentaires, vous me dites et je vous mettrai l'étude, le nom de l'étude, je crois que c'est Predimed ou un truc comme ça. Je vous dirai si ça vous intéresse. Donc ça fait peut-être référence à ce que tu disais, Georges. Mais du coup, je vais vous faire un gros spoiler avant de faire le chapitre, c'est que en gros, la longévité, c'est les centenaires, c'est essentiellement génétique. C'est-à-dire, en gros, ils ont juste gagné la loterie génétique. Et que voilà, ils ont de la chance. Et même il dit que souvent ils mangent moins bien que la moyenne, ils font moins de sport, ils consomment de l'alcool et ils fument. Mais tu sais jamais trop, tu sais, ça dépend des études, il y a des études sérieuses, des études moins sérieuses, tu sais jamais trop s'ils sont en train de te troller ou pas. C'est jamais évident. T'as le mec de 110 ans qui dit c'est quoi mon secret pour la longévité? C'est un petit cigare et un petit verre de whisky. Bah, bien sûr. Ouais, t'as un côté je te troll. Donc voilà. Donc en gros, lui, quand il regarde la pertinence de toutes les données qu'il a à sa disposition, ce qu'il en retire,
c'est que la majorité des centenaires, c'est les gènes. Voilà. Donc, si on donne des petits chiffres, être la sœur d'un centenaire, ça fait que tu as 8 fois plus de chances d'être centenaire. Okay. Être frère d'un centenaire, bah, tu as 17 fois plus de chances d'être centenaire. Parents centenaires, c'est bien aussi. Faut avoir des parents centenaires. Grands-parents, ça marche ou pas? Parce que ma grand-mère, elle était centenaire. Il dit pas. Je me suis demandé aussi, parce que la mienne, elle a 98 ans. Donc, non, il a pas dit sur les grands-parents, mais je pense que oui. Et donc, on dit ça, on est forcément un peu déçu. Mais par contre, il y a quand même une réalisation qui a été un gros déclic pour lui quand il a étudié les centenaires. C'est qu'il a remarqué que les centenaires et les super centenaires, donc 110 ans ou plus, c'est des gens qui meurent de la même façon que nous, mais plus tard. Alors là, vous me regardez comme si j'étais teubé. Mais en fait, c'est pas du tout évident, en fait. Et ça paraît débile, mais en fait, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire qu'ils vont juste choper des cancers, Alzheimer, machin, tout pareil que nous, juste 20 à 30 ans plus tard. Okay. Donc, c'est pas qu'ils ont du mal à choper un cancer, c'est pas qu'ils survivent beaucoup plus quand ils ont un cancer ou un truc comme ça, c'est juste qu'ils ont un shift de phase entre nous et eux. Donc, c'est des gens normaux mais décalés. Et donc, en gros, c'est quoi le déclic ? Bah, c'est qu'en gros, il va essayer, par les actions, par le comportement, d'obtenir ce que les centenaires ont gratuitement. Ok. Voilà. Donc, en gros, il va essayer, par les actions et par le comportement, de shifter tous ces trucs qui vont nous tuer. On a parlé, là. Voilà, exactement. Et donc, je sais pas si c'est aussi un peu un déclic pour vous. C'est rigolo de dire, ouais, il meurt, mais après, parce que ça paraît débile, tu vois. Ouais, non, c'est intéressant, du coup. Ouais. C'est marrant, hein. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ça change un peu les perspectives. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, et du coup, c'est intéressant de se dire, ouais, voilà, mon objectif, je vais pas forcément copier les centenaires parce que eux, de toute façon, c'est les gènes, mais je vais essayer par mon comportement, parce que je fais comme imiter, sport, machin, d'atteindre ce que eux ont. Ouais. Je redis exactement ce que tu dis. Mais je trouve ça intéressant, c'est le temps de l'intégrer dans mon cerveau. Ouais. Je sais pas pourquoi on a perdu Georges. On a bugué sur Georges. Ouais. Damn it. On va voir s'il réapparaît. Georges. On va couper à ce moment-là. Ok, trop bien. On est back dans les bacs. Ok, donc, on est de retour. Juste en train de répéter. Tu étais en train de répéter ce que je disais, mais c'est bien, ça veut dire que c'était clair. Que ça monte à mon cerveau. Et je sais pas si tu voulais dire un truc, Georges, parce que du coup, ça a coupé. Non, mais ouais, je trouve ça super intéressant. Et tu as aussi le côté, tu pourrais aussi imaginer te dire que tu as des maladies nouvelles en fait qui arrivent. Ah oui, et non, et c'est pas quand clair. Tu vis, quand tu vis trop longtemps. Et tu vois, donc en gros, ça aussi, c'est une autre info, quoi. Bah donc, non, en fait, je trouve que tu as deux infos, quoi. Tu as l'info de. Oui, c'est ça. Ouais. Tu n'as pas des. Tu as l'info de on meurt tous de la même manière, à peu près, ou des mêmes maladies, quel que soit le moment où on meurt. Donc, ça, c'est une info. Et tu as une deuxième info qui est de dire les gens qui vivent longtemps, c'est pas qu'ils vivent longtemps avec la maladie, c'est juste qu'ils retardent le moment où la pathologie apparaît. Ouais, mais moi, je pense que sur les centenaires, je me disais que ils chopaient pas, ils avaient pas les maladies là, les 4 machins et tout ça, que juste ils mouraient jamais. De vieillesse. Quoi. Non, ils les chopent mais plus tard, comme tout le monde. Plus tard. Okay. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et évidemment, il y a des mecs qui sont amusés à séquencer les gènes, du coup, parce qu'on se dit c'est super intéressant. Alors, est-ce qu'on en déduit des choses intéressantes ? Alors, comme d'hab, pas vraiment, parce que c'est un peu relou, parce que c'est je veux dire qu'il n'y a pas un gène. Il n'y a pas un gène qui fait tout. C'est souvent aussi les gènes en interaction avec l'environnement, ça va jouer. Donc on n'a pas trouvé des choses d'un intérêt phénoménal quand on fait les séquençages ADN des centenaires. Par contre, on a trouvé des gènes qui faisaient quand même pas mal le taf. Donc notamment, il y a le fameux gène, on en a parlé 150 fois, APOE, qui est le gène fortement associé avec Alzheimer. Donc les gens qui ont 2 allèles epsilon 4, c'est 50 à 70% d'entre eux auront Alzheimer après 85 ans. Et c'est 30% auront Alzheimer quand tu as une allèle epsilon 4. J'en ai une.
Et ApoE, c'est métabolisme du cholestérol, du glucose, de Alzheimer, transport du cholestérol vers le cerveau. Et donc lui, il fait pas mal le taf parce que typiquement, si tu as l'allèle epsilon 2, c'est associé avec la longévité, ça protège le porteur d'Alzheimer. Une seule copie de epsilon 2, c'est 30% de chance de plus d'atteindre 100 ans que les gens qui ont le classico, epsilon 3, epsilon 3. Epsilon 3, epsilon 3, c'est le classico. T'en as un epsilon 2, c'est 30% de chance de plus d'atteindre 100 ans. Okay. Juste pour un seul gène. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est un truc de ouf quand même. C'est quand même bien méchant. Une copie de epsilon 2, c'est 5-10% de la population. Donc il faut un peu avoir de la chatte. Et deux copies de epsilon 2, c'est 1% de la population. Deux copies de epsilon 4, c'est 80% de chances de moins de vivre jusqu'à 100 ans que les gens qui ont le classico epsilon 3, epsilon 3. Donc ça, c'est impressionnant quand même. Et on parle d'une étude sur 30 000 personnes et on parle d'un seul gène. Donc celui-là, il est coriace. Vu que ApoE, ce gène-là, il joue énormément sur le glucose, le cholestérol, on a envie de se concentrer sur ces deux métriques en général. Enfin, on sent qu'on ne fait pas fausse route quand on se concentre là-dessus. On sait que epsilon 4, tu recycles mal le LDL, le mauvais cholestérol. Un truc intéressant qu'il disait, c'est que typiquement, epsilon 4, il est apparu pas parce que ça le fait marrer de nous réduire notre espérance de vie et de nous faire avoir des maladies à la con. C'est que epsilon 4, il a l'air de te protéger quand tu vis dans un milieu très infectieux, où en gros tu peux avoir des maladies infectieuses, tu as l'air d'être protégé en ayant epsilon 4. Okay. Donc sûrement qu'il est très utile si tu vis en Somalie. Si tu vis en France, il fait moins le taf, quoi. Non, mais peut-être par rapport à ce que tu disais au début, en gros, il est hyper utile. C'est un médecin 2.0, quoi. Il est hyper utile pour les morts rapides, quoi. Parce que si tu as une infection de bâtard, bah juste tu meurs tout de suite. Ouais, ça peut être une manière de le voir. Ouais. Ça peut être une manière de le voir. Et avant, en France, il y en avait quand même pas mal, enfin jusqu'à, je sais pas, dans les années 40-50, des maladies infectieuses à la con qui te tuaient. Ouais. Enfin bon, le fait est que si t'as double epsilon 4, juste t'es vénère. Oui. Genre à un moment donné en France. Donc ouais, ça c'est quand même impressionnant. C'est quand même, on parle de un gène, c'est vénère. Ça vous donne envie de séquencer d'envoyer votre crachat à 23andMe ou pas? Pour connaître votre destin. Moi je pense que je vais le faire bientôt. Tu vas le faire bientôt, ok. Georges. Moi j'ai déjà fait, j'ai déjà craché. Mais non, et tu sais si t'as epsilon ou pas? Je pense que j'ai pas, il faut que je re-regarde. Il te l'aurait dit. J'avais rien vu de... Ouais, c'est ça, dans ce qu'il m'aurait dit. Mais regarde si t'as epsilon 2 du coup. Ouais. Si tu vas si tu vas mettre 30%, ouais, d'accord. Ok, cool. Je suis une basic bitch. Donc voilà, on retrouve la stratégie du coup de par ton comportement simuler les bénéfices que les centenaires ont gratuitement, typiquement en baissant ton LDL, mauvais cholestérol et ta glycémie par exemple. Et on en est où de l'ingénierie génétique, genre on fait joujou avec les gènes des gens ou pas encore? Il en pas à ma connaissance et il en parle pas, donc je pense que c'est pas un truc qui est d'actualité. Ouais. Tu veux te greffer l'allèle epsilon 2? Mais je saurais même pas comment ça pourrait marcher, quoi. C'est-à-dire qu'en gros il faut que ton ADN il se propage dans tout ton corps. Je sais pas trop, mais je crois qu'ils étudient des trucs comme ça pour soigner des maladies. Ou même au stade fœtal, tu vois. Ah si oui, modifier l'ADN d'un enfant en gestation. Là, on pourrait faire... Je sais pas, ça pose plein de problématiques. Hein. Non, mais tu pourrais faire comme dans Super Intelligence, tu fais 10 embryons et tu choisis celui qui a pas la double allèle. Ouais, déjà, ce serait... Déjà, mais bon, après, je pense que ça pose des problématiques. Et surtout, il y a le gène FOXO3, où on a identifié 3 variants associés avec la longévité dans de multiples études de centenaires worldwide. En gros, c'est un truc qui fait du nettoyage cellulaire, il protège du cancer, quand tu fais du sport, il s'active, voilà. Et moi, je l'ai, donc vous avez le seum. Là, c'est le moment d'avoir le seum. Et oui. Voilà. T'as un des 3 allèles stylés, quoi. Ouais, j'ai l'allèle stylé.
Donc voilà, mais non, mais juste, il n'y a pas de, à part ce que je viens de dire, il n'y a pas de balle magique Silver Bullet au niveau génétique. Mais donc du coup, quand tu dis qu'il n'y a pas de balle magique, c'est même ça, ça augmente d'un certain pourcent tes chances, mais on ne sait pas plus que ça, quoi. Enfin, c'est pas... Bah écoute, c'est les chiffres que je t'ai donnés, tu vois, genre... Enfin, déjà, ApoE, c'est impressionnant, tu vois, genre le 30% en ayant Epsilon 2, c'est quand même impressionnant, et 80% de moins quand tu as la double allèle. Déjà, c'est pas mal, mais voilà, il n'y a pas de... c'est pas tout à fait clair, quoi, quand tu séquences l'ADN non plus, on va pas se mentir. D'accord. Et je sais pas si vous avez aussi une idée est-ce que vous savez répondre à cette question en fait, après tout, on est le produit de milliards d'années d'évolution. Comment ça se fait qu'on n'ait pas des gènes ultra optimisés qui nous permettent de vivre jusqu'à 100 ans? Est-ce que vous avez une idée? Parce que ça, je suis sûr que tout le monde se pose cette question. Pourquoi on a des gènes à la con et pourquoi voilà. Mais après, enfin, je sais pas, moi je reviens sur ce que Georges dit, mais est-ce qu'on a besoin, même pour l'évolution de l'espèce, de vivre jusqu'à 100 ans Ouais, vas-y, développe. Bah, je sais pas, de toute façon, par exemple, pour la reproduction, les femmes, ça s'arrête à 40 ans. Donc finalement, est-ce qu'il y a besoin qu'elles vivent 60 ans de plus en servant à rien pour la reproduction? Ouais, c'est exactement ça la réponse. C'est-à-dire que l'évolution ne voit pas ce qui se passe après que tu te sois reproduit, voire, tu sais, quand t'es grand-père, grand-mère, tu peux toujours aider un peu tes enfants. Donc, en gros, elle voit un peu quand t'es grand-père, grand-mère. L'intérêt. Au-delà de ça, elle voit plus. Donc, en gros... ceux qui ont des gènes pour vivre jusqu'à 100 ans, c'est de la chatte pure et simple. Il n'y a absolument aucun darwinisme, machin. Voilà. Les mecs qui ont Epsilon 4 en allèle, c'était pour les protéger des infections. Ce qui se passe après, il y a zéro vue là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais, et typiquement, si on fait un parallèle, tu sais, avec un livre comme Genius Food, où on avait dit c'est très orienté paléo comme régime, donc il dit si tu manges comme tes ancêtres, tu vas vivre longtemps. En fait, Peter Attia, il dit non, en fait, juste si tu manges comme tes ancêtres, oui, tu vas pas t'intoxiquer, donc c'est vachement bien, et tu vas manger ce qu'il faut manger. Mais si tes gènes, t'as des gènes à la con qui juste font que t'as un dérèglement de ton cholestérol LDL, par exemple, va falloir prendre des médicaments pour le baisser ou va falloir faire quelque chose, quoi. Parce que l'évolution, t'as pas vu, en fait. Donc, c'est là où c'est vachement intéressant. Ça diffère vraiment de ce qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. Je sais pas si ça vous va, c'est hyper intéressant, moi, je trouve. Non, c'est vrai que moi, j'avais jamais pensé à ce côté-là, le côté... En gros, tout ce qui te donne un avantage à la survie après que t'aies procréé, c'est globalement aléatoire parce que vu que tu peux plus procréer, ça se répand pas plus qu'ailleurs, quoi. Bah oui. Tu vois ce que... Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. mais du coup, nous les mecs, vu qu'on peut ensemencer jusqu'à super longtemps, en fait ça s'applique moins, non? Enfin, j'en sais rien, je suis pas un expert de la question. Mais... c'est une bonne question, je sais pas. Tu vois, genre en gros, nous, notre manière de répliquer nos gènes, c'est globalement de Ken, quoi. Ouais, non, et genre, si on est fertile jusqu'à super longtemps, ça veut dire que, bon, bref. Ouais, c'est une bonne question. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je m'aventure sur le terrain de la psychologie de la psychologie évolutionniste, tu te brûles les ailes. Non, mais... je me brûle les ailes. Non, mais c'est une vachement bonne question parce que oui, en effet, on a vu que s'il y a des différences au niveau du comportement moyen entre femmes et hommes qui sont liés à la génétique, je vois pas d'argument qui ferait que tu pourrais pas avoir peut-être l'évolution qui voit plus longtemps les hommes. Je sais pas. Donc voilà. Donc non, je vois pas d'argument contre ça. Ouais. Bon, après, le truc, c'est que... Oui, enfin, s'il y a quand même un contre-argument, c'est que... Enfin, vu que la meuf, elle, ne peut pas reste fertile jusqu'à un âge assez faible, du coup, genre, faut quand même trouver, quand t'as 100 ans, une meuf de 35 ans qui a bien envie de toi, quoi. Non, mais tu pourrais... C'est ok, ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, tu pourrais dire qu'elle est hyper ok, parce que si t'as 100 ans, ça veut dire que t'as des super gènes
pour ses enfants, tu vois. Non, mais genre au niveau de l'évolution. Non, mais oui, mais. Je sais pas. Je pense qu'on s'avance sur des trucs. On en a déjà parlé. Et en fait, le truc, c'est que oui, en effet, l'idéal, ça sera d'avoir des gènes où t'es godlike et tu vis jusqu'à 300 ans en étant méga stock avec tes abdos. Ouais. C'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, l'évolution, elle fait ce qu'elle peut. En fait, il y a des compromis à faire et tout. Et l'un dans l'autre, en fait, peut-être juste. Oui, là, on oublie d'autres. Il y a des limites physiques, en fait, à juste être un espèce de giga Chad jusqu'à 150 ans, tu vois. Genre peut-être juste. Oui, non, mais même. Non, mais c'est sûr que c'est mieux de. Chimique, là, dans l'évolution des cellules, on n'a pas encore parlé de ça, mais elles peuvent pas peut-être faire ça pendant. Non, mais c'est sûr que d'un point de vue darwiniste, de pouvoir soulever des paquebots à une main, c'est mieux. Mais juste, peut-être, c'est pas possible, tu vois. Ouais, juste. Non, mais oui. T'es un chat de 300 ans. Non, mais c'est vrai qu'on se pose la question, mais jusqu'où. Enfin, à un moment, c'est obligé de s'arrêter, en fait. Oui, non, mais c'est voilà. C'est ça qu'on oublie un petit peu dans notre. Et il y a cette notion qui est un peu nouvelle pour moi aussi, c'est que, en fait, tu pourras pas tout optimiser en fonction de tes gènes. C'est-à-dire, je sais pas, imagine, tu as un cholestérol élevé génétiquement. Admettons, tu peux le baisser un peu au prix d'énormes efforts sur la bouffe, parce que il se trouve que tu peux pas le baisser à cause de tes gènes. Peut-être qu'à côté, t'as pas envie de faire exploser non plus le compteur à glucides pour pas choper de maladies métaboliques. Tu vois, donc c'est pas non plus la fête du slip, quoi. En gros, tu peux pas. Des fois, tu peux te retrouver et juste t'es un peu niqué, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas trop compris. Il n'y a pas forcément toujours une solution pour vivre jusqu'à 100 ans, en fait. Des fois, juste, t'as pas tiré la loterie génétique et t'auras beau tout optimiser dans ton comportement, tu peux pas aller contre tes gènes, c'est ça que tu veux dire? Contre certains aspects. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, il faut que tu manges quelque chose, quoi. C'est pas ça, ouais. Non, mais voilà. En fait, faut optimiser entre plusieurs variables. On va voir que lui, il préconise d'avoir une certaine masse musculaire quand même quand t'es vieux, donc faut quand même manger un petit peu. Tu peux pas. Voilà, on va voir qu'il y a des choix à faire. Et donc, bref, en gros, ce qu'il faut retenir dans ce chapitre, c'est qu'on va par notre comportement imiter ce que les centenaires ont gratuitement. Et donc, les quelques exemples qu'on a donnés, c'est on va contrôler les lipoprotéines. Donc, les lipoprotéines, c'est ce qui transporte le cholestérol. Donc, si tu contrôles les lipoprotéines, tu contrôles Alzheimer et les problèmes cardiaques, mais pas le cancer. Si tu améliores la santé métabolique, donc les pics de glucose, tu vas réduire les problèmes cardiaques, cancer, Alzheimer. Le sport réduit le risque des 4, mais le sport, ça va aussi améliorer la résilience physique. Typiquement, ça va t'empêcher de tomber dans l'escalier et de te casser le pied, ce qui est, en général, quand tu es vieux, juste c'est une sentence de mort, en fait. Ça, c'est un autre truc dont on n'a pas parlé, dont on va parler, qui est que quand tu deviens tout faible en étant vieux et que tu tombes et que tu te casses un truc, ciao, en gros. En général, oublie, quoi. Ouais. Donc, les centenaires. Et en fait, c'est quoi? Pourquoi ça s'effondre, en fait? C'est que juste la capacité de réparation de ton corps, elle est nulle, quoi? Je sais pas. Ce qu'on va voir dans le chapitre du sport, c'est que tu vas avoir plusieurs variables. Endurance, masse musculaire et VO2 max, qui est en gros l'oxygène maximal que tu peux ingurgiter lors d'un effort. Ça, quand tu le traces, le graphique dans la population de ces métriques-là, en gros, tu vois que ces 3 métriques, donc force, endurance, VO2 max, ça baisse. En gros, c'est... tu vois, même ça, c'est super intéressant de dire, en fait, ta performance physique, c'est 3 variables. Ouais. C'est force, endurance et cardio, quoi. En gros, VO2 max, c'est la cardio, quoi. Ouais. Et tu vois, même ça, j'y avais jamais réellement pensé, quoi. Ça, on va voir tout ça en détail dans la partie sport, mais en gros, typiquement... Et c'est marrant parce que effectivement, tu peux optimiser l'un au détriment de l'autre, tu vois, genre les mecs qui sont surpuissants, ils sont pas une grosse cardio. Ouais, exactement. Et donc, là, tu me demandes c'est quoi le mécanisme qui fait que ça baisse quand tu deviens vieux. J'en sais rien. Mais j'avais en tête, tu vois, que c'est une blessure à un âge avancé, notamment, tu sais, c'est connu, les vieux qui se cassent la hanche parce qu'ils chutent. Exactement. C'est connu que c'est super grave, tu vois. Exactement. Mais je me demandais,
Enfin, je voulais savoir la cause, mais voilà, bien sûr. Ouais, en fait. Parce qu'en fait, ça pourrait être soit tu as des plus gros risques de complications, soit juste ça se répare pas, ou soit genre psychologiquement ça t'affecte et du coup il y a d'autres trucs. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, si. Je vais spoiler un peu, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, si tu n'as pas assez de masse musculaire ou de stabilité dans l'escalier pour te retenir, ou je sais pas, tu trébuches, tu peux pas te retenir, et que tu te casses la gueule, du coup, la première cause, c'est que déjà, t'as pas fait, entre guillemets, assez de sport ou assez d'entretien de ta forme, de ta stabilité, de tout. Donc là, déjà, tu as une première cause qui fait que déjà, tu vas te casser la gueule plus facilement. Et après, vu que quand tu t'es fait mal, tu vas rester immobilisé pendant un certain temps dans ton lit, là, c'est la merde, parce que déjà, t'es vieux, donc tous tes paramètres, ils sont en chute libre, et là, en plus, t'es immobilisé. Tu vois, donc en gros, c'est double peine. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais oui, en fait, ça devient un cercle infernal, en fait. Okay. Tu vois. Donc, mais bon, on va voir tout ça un peu plus en détail dans la catégorie sport. Donc là, je sais pas combien de temps on en est, juste pour savoir quand est-ce qu'on coupe. 1h15, d'accord, c'est ça, hein. Ouais. Donc ça, j'hésitais à faire ce chapitre, mais j'ai l'impression qu'il est nécessaire à la compréhension du livre et de la longévité en général. Ça s'appelle « Des substances anti-âge prometteuses ». Et en fait, vous allez voir que ça apporte quand même des éléments intéressants de compréhension. Donc, il va parler d'une substance qui s'appelle la rapamycine. Ah ouais. Quoi? D'accord. T'as voulu faire genre. Eh ben, okay. Du coup, la rapamycine, c'est une substance, déjà je trouve ça assez what the fuck, parce qu'en gros c'est une substance qu'on a trouvée sur l'île de Pâques. Donc, tu te dis, putain, c'est quand même, genre, ça, on va voir que c'est une substance de ouf, et en plus c'est sur l'île de Pâques, genre, c'est quand même obscur, quoi. Parce que Rapa Nui, c'est les natifs de l'île de Pâques, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et donc cette substance, donc la rapamycine, on l'a testée sur des souris, et ça augmente de 30% la durée de vie des souris. Et ça a été reproduit sur plein d'autres races de souris, sur des levures, sur des mouches. Et donc en gros, si tu transcris dans la catégorie humain, ça voudrait dire que tu fais passer de quelqu'un d'une espérance de vie de 60 ans à 90 ans, en gros. Mm-hmm. C'est quand même un truc de ouf. Voilà. Si tu convertis en équivalent humain. Et c'est la seule substance connue, d'après ce que j'ai compris, qui allonge, qui pourrait avoir la capacité d'allonger la durée de vie des mammifères. Et donc, comment ça marche, la rapamycine? Ça joue sur un mécanisme moléculaire, il dit complexe, qui est appelé mTOR, donc petite m et TOR, TOR majuscule. Et ça, c'est un mécanisme important pour la longévité. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a l'air complexe, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, quand il y a plein de nourriture, les cellules sont en mode croissance, division, on fait plein de nouvelles protéines. mTOR est activé. Et quand la nourriture est rare, mTOR est désactivé. Et quand mTOR est désactivé, les cellules rentrent dans un mode de recyclage, la croissance s'arrête, les cellules un peu fatiguées, elles se font bouffer. On remplace les vieilles mitochondries par des mitochondries plus efficaces. Donc les mitochondries, c'est ce qui produit de l'énergie. On cherche des nouvelles sources d'énergie comme le gras. Et donc, pourquoi je raconte un peu ma life jusqu'à maintenant, c'est que dans la communauté de la longévité, il y avait cette croyance que de inhiber mTOR, c'était le secret de la longévité. Et donc du coup, tu avais cette espèce de mode de faire des jeûnes, donc des jeûnes, des périodes où tu ne bouffes pas, je sais pas, 4 à 5 jours, tous les 3 mois, un truc comme ça, histoire d'inhiber mTOR, de faire cette autophagie, ce remplacement des vieilles cellules, tout ça. Voilà. Et donc ça, il va challenger ça, mais ça, c'est juste, je vous dis ça parce que vraiment, ce mot-clé, mTOR, c'était un truc ultra connu dans le domaine de la longévité, et les gens, ils disaient, mais en fait, il suffit d'inhiber mTOR, et en fait, tu vas vivre éternellement, quoi. En gros, c'est une sorte d'interrupteur, quoi. Et du coup, la rapamycine, sur cette île paumée au milieu du Pacifique, en fait, elle se comporte comme un interrupteur à mTOR, donc elle inhibe mTOR. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, ouais, c'est de la folie d'avoir trouvé ça sur l'île de Pâques.
Et donc, est-ce que ils ont trouvé ça dans une plante ou dans un truc Alors, je crois que c'est, que je dis pas de la merde, c'est une... comment on appelle un champignon? Ouais. Peut-être que je dis juste champignon. Ouais, C'est une sorte de champignon. Ok. Voilà. Je crois qu'ils l'ont trouvé dans un volcan Ok. sur l'île de Pâques. Voilà. Donc voilà. Je fais une pause, je sais pas si je dis des choses qui semblent contre-intuitives pour l'instant. Moi, j'avais jamais entendu parler Non, de ouais. ça, donc ok. Ouais, ok. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que voilà, c'est la communauté de la longévité, c'est les mécanismes cellulaires qui promeuvent la longévité. Et en fait, est-ce qu'il va recommander à ses patients de s'affamer? Lui, il faisait ça. Lui, il faisait des jeûnes de plusieurs jours. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que il va pas recommander ça parce que quand tu parles de longévité, tu te bats pas que contre les 4 cavaliers de l'Apocalypse, là, les 4 maladies tueuses. Tu te bats aussi contre les infections, les blessures et la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quand tu deviens tout queuse, quand tu es vieux, tu deviens tout faible et tout. Et en fait, quand tu fais tes 4 à 5 jours de jeûne, en fait, tu perds tellement de muscles, en fait, que lui, il pense que c'est pas du tout un bon investissement, surtout quand tu commences à devenir plus âgé. Lui, il pense qu'il faut vraiment pas déconner avec ça. Et donc, tu vois, c'est assez intéressant parce qu'avec cette mode de faire des jeûnes assez longs, bah, en fait, lui, il prend une approche originale et il dit, bah ouais, c'est cool d'inhiber mTOR, mais le jeu n'en vaut probablement pas la chandelle. Parce que juste quand tu deviens trop vieux, tu vas prendre méga cher, quoi, si tu fais ça au niveau de ta masse musculaire et de ta stabilité. Donc rien qu'en 4 à 5 jours, tu perds beaucoup de masse musculaire. Bah, même quand tu es jeune, tu perds beaucoup de masse musculaire en 4 à 5 jours. Ouais. Donc ça, déjà, c'est hyper intéressant. Et je sais pas si ça vous paraît logique, un peu ce qu'il raconte. Non, mais oui, c'est marrant. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça appuie le côté arbitrage et le côté interdépendance, quoi. Ça te dit... Exactement. On peut pas tout avoir. Exactement. Déjà que tu peux pas tout avoir et que de deux, je pense qu'il va peut-être en parler pendant le sport, tu vois. Mais écoute, ça a l'air... Il y a un sous-jacent qui est que la masse musculaire, c'est quelque chose de super important. Exactement. Et qu'il faut la développer et la préserver. Et en gros, quand tu veux optimiser ton renouvellement cellulaire ou ton fonctionnement cellulaire en faisant des jeûnes, en fait, tu sacrifies ta masse musculaire. Et du coup, il faut faire la balance des deux. Et en fait, la balance des deux, elle est pas ouf, quoi. Exactement. Et donc... Et je fais quand même une petite remarque. Lui, il dit que si tu fais du jeûne intermittent, c'est-à-dire, je sais pas, tu te laisses une fenêtre de 12-14 heures où tu manges pas, ce que à peu près tout le monde fait quand tu fais un peu gaffe. Si tu dînes à 8 heures et que tu manges à 8 heures le matin, tout le monde fait un peu ça. Il dit, là, déjà, t'inhibes mTOR pendant 12 heures dans la journée, et c'est déjà bien. Et par contre, du coup, pourquoi on prend pas tous de la rapamycine pour inhiber mTOR? Parce que je suis sûr que vous avez envie d'en prendre. Parce qu'il n'y en a plus. Non, en fait, c'est que du coup, elle a aussi un effet de immunosuppression, donc ça supprime ton système immunitaire. Donc, en fait, on donne souvent de la rapamycine à des gens quand on transplante des organes. Et donc, là, dans la communauté scientifique, on hésite à en donner à des gens en bonne santé dans des études, parce qu'on se dit, si tu leur supprimes leur système immunitaire, c'est un peu chaud. Pas stylé. Voilà. Lui, il est agnostique sur le sujet. Je rentre pas dans les détails, mais il va expliquer que si tu doses bien la rapamycine, peut-être que tu peux avoir les bénéfices sans les effets délétères. Et il dit qu'il y a une étude en cours sur 600 chiens qui sera terminée en 2026. Et donc, que si l'étude, c'est un succès, on verra sûrement d'autres études fleurir. Mais pour l'instant, c'est un peu tabou quand même de filer des trucs qui te niquent ton système immunitaire alors que tu es en bonne santé. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est intéressant ou pas, quoi. Voilà. Mais je le dis parce que les histoires de mTOR, c'est vraiment très répandu dans la tête de ceux qui suivent un peu cette communauté, quoi. Voilà. Ça vous va? Ça nous va. Oui, et puis même, ça nous permet de savoir d'où est-ce que ça vient, cette histoire de le jeûne intermittent, c'est bien... Enfin, le jeûne tout court, pardon. Pas ouais. En fait, ça vient parce que du coup, voilà, ça active... ça désactive un gène, un truc, et qui fait que tu renouvelles tes cellules et que blablabla, et du coup c'est bien.
Ouais, et ça fait vraiment la transition vers la partie suivante, qui va traiter du cavalier de l'Apocalypse numéro 1. Donc, c'est les maladies de l'abondance. Et donc, ça, c'est un des trucs qui va redire dans la nutrition. Mais s'il y a un truc dont on est sûr au niveau de la nutrition, c'est que trop de calories, quand on ingère trop de nourriture, s'il y a un truc dont on est sûr, c'est que ça, c'est pas bien. Ça entraîne une mort lente. Okay. Si t'en ingères pas assez, ça entraîne une mort rapide. Mais si t'en ingères trop, ça c'est un des trucs dont on est sûr, ça entraîne une mort lente. Et donc on retrouve un peu l'histoire de mTOR, où tu te dis bah on est plutôt habitué à pas ingérer non plus des tonnes et des tonnes de calories en trop. Et donc il va se la jouer un peu Yuval Noah Harari. Il va dire, ça c'est intéressant, il dit nos ancêtres ont migré depuis l'Afrique du Nord vers l'Europe, et ça, donc il y a des millions d'années. Et donc ça a signifié pour eux la disparition du climat tropical et des fruits abondants, et l'apparition d'une nouvelle saison qui s'appelait l'hiver. C'est rigolo. Et du coup, il fallait apprendre à stocker la graisse, donc on n'était plus dans un environnement de nourriture abondante. Et donc, bim, on a eu une mutation qui a permis de transformer le fructose en graisse. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le sucre de table, c'est moitié glucose, moitié fructose. Voilà. Et là, bim, nos ancêtres, ils ont eu une transformation, une mutation qui permettait de transformer le fructose en graisse. Donc l'idée, c'était bah, tu bouffes plein de fruits en été et tu grossis. Et puis l'hiver, bah, tu bouffes tes réserves. Voilà. Et donc nos ancêtres, ils sont retournés en Afrique et ils ont évolué en hominidés. Et Homo sapiens est arrivé et il est reparti à la conquête du monde. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est que du coup, l'être humain, c'est un animal qui a une spécificité. Il a deux spécificités. Déjà, c'est qu'il a un cerveau qui lui bouffe 25% des calories. Donc ça, personne d'autre n'a ça. Et en plus, un être humain, ça peut fonctionner des semaines sans manger. Une souris, c'est 2-3 jours sans manger, si vous voyez un peu l'ordre de grandeur. Je ne sais pas si vous aviez un peu ça en tête, mais l'être humain, c'est une machine à pas bouffer, en fait. Tu vois ? Donc, avec 10 kilos de graisse en moyenne chez les gens ont en moyenne 10 kilos de graisse, on parle de 90 000 calories. 10 kilos de graisse. Okay. Donc, en gros, vous faites le calcul. Et on en consomme quoi, 1000 bah, tu sais, c'est toujours 2000, 2500 par jour environ. Tu vois, 90 000, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Donc, on sent que notre environnement de constant excès calorique, notre corps n'est pas fait pour ça. Surtout, il n'est pas fait pour manger tout le temps du fructose. Et donc, voilà. J'aime bien cette petite, petite anecdote. Petite parenthèse. Je trouve ça intéressant. Ouais. Et donc, là, c'est la partie sur ce cavalier de l'Apocalypse numéro 1, donc les maladies de l'abondance. Et il va dire le sommet de l'iceberg, donc vraiment le pire truc en termes de maladie de l'abondance, c'était, je crois qu'on l'avait découvert quand il y a eu un patient qui est venu à l'hôpital qui ne buvait pas d'alcool, mais son foie était complètement saturé de graisse. Est-ce que vous savez pourquoi, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé avec le gars, tu vois? Il boit pas d'alcool. Par contre, il était à deux doigts de la... Il a déglingué son foie, il était à 2 doigts de la cirrhose. Bah, il bouffait trop de fruits. Il buvait 20 bouteilles de coca par jour. Oh my God. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle la maladie de Nash. Attends, quoi, 20 bouteilles par jour? 20 bouteilles canettes par jour. Alors, il dit c'est les petites bouteilles de l'époque, je sais pas ce que ça veut dire. On s'en fout, bref. C'est quand même pas mal. Donc, c'est la maladie de Nash ou la maladie du foie gras. Et donc, c'est réversible jusqu'à un certain point, mais donc tu peux aller jusqu'à la cirrhose et il te faut une greffe du foie, quoi. Voilà. Et on savait pas que ça pouvait être provoqué pas par l'alcool. Et maintenant, c'est en train de devenir un truc ultra commun. Et donc ça, c'est le haut de la pyramide. C'est vraiment le pire du pire truc. Et après, c'est tout un spectre, quoi. En fait, tu peux être tu vas de très bonne santé métabolique à la maladie de Nash, qui est le pire. Ouais. Et donc, c'est quoi les autres Mais donc du coup, ah oui, c'est ça. Donc là, on est dans sur les 4 cavaliers, on est dans en fait ce que tu avais cité en dernier, genre les maladies métaboliques. Exactement, c'est le cavalier de, ouais, c'est ça, le cavalier de l'abondance, le cavalier de la maladie métabolique. Ouais.
Donc, tu avais cité le diabète là-dedans. Donc voilà, donc il y a la maladie de Nash, il y a le diabète de type 2, il y a la résistance à l'insuline, et c'est des problèmes où en gros si tu les corriges pas, bah, tu risques de croiser d'autres cavaliers de l'apocalypse, dit donc Alzheimer, cancer, maladie cardiovasculaire. Et est-ce que vous savez, ça c'est hyper intéressant, pourquoi ils parlent de maladie métabolique et pas d'obésité? Bah parce qu'il y en a d'autres qui sont pas l'obésité du coup. Ah, c'est pas mal. Bah, je me dis c'est une catégorie plus large quoi, qui intègre l'obésité, mais il doit y avoir d'autres trucs. Ouais. J'adore ce graphique, je l'ai posté sur Insta d'ailleurs. C'est un graphique qui te dit en Amérique, tu as 108 millions de gens qui sont obèses. Donc en gros, c'est un body mass index supérieur à 30. Ok. Et tu as 150 millions qui sont non obèses. Voilà. Donc en gros, tu as deux catégories de gens. Sur les gens qui sont obèses, donc les 108 millions, tu vas en avoir 62% qui vont avoir un problème métabolique. 62%. Ok. Seulement. Et sur ceux qui sont non obèses, tu vas avoir 22% quand même des gens qui vont avoir un problème métabolique. Ok. Donc c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux être obèse et en pas si mauvaise santé que ça, a priori. Et tu peux aussi être pas obèse, et c'est ce qu'on appelle, je crois, skinny fat, et avoir des gros problèmes de métabolisme. Et ça, tu sais, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'on a toujours des vieux débats sur oui, je suis gros, mais je suis en bonne santé, ou machin, et tu vois, c'est hyper intéressant. Ça existe. Bah, ça existe, ouais. Parce que toi, t'étais sceptique là-dessus, je tiens à dire. Moi, j'ai changé d'avis 8 fois là-dessus, donc je sais pas si on va arriver à démêler le vrai du faux. Mais je sais pas si vous saviez ça, que du coup tu pouvais déjà être obèse et pas avoir de problème métabolique, et être maigre et avoir des problèmes métaboliques. Je sais pas si vous saviez déjà. Non, je savais pas, mais du coup c'est quoi le skinny fat là? Ouais, c'est quoi les autres maladies métaboliques? Ouais, alors du coup il y a un critère un peu officiel qui te dit, je sais pas comment je vais vous dire ça, mais il y a 5 cases à cocher, et si tu en coches 3 des 5, dans ces cas-là, tu as une maladie métabolique. Et donc, les 5 cases à cocher, c'est haute pression artérielle, supérieure à 130/85. La deuxième case à cocher, c'est haut triglycérides, donc supérieur à 1,5 g par litre. Ça, c'est quoi les triglycérides déjà? Les triglycérides, c'est la graisse qui flotte dans ton sang, ok, d'accord. il me semble. En fait, quand tu fais un bilan de cholestérol, il te donne toujours HDL, bon cholestérol, LDL, mauvais cholestérol, et triglycérides. Ok. Voilà. Donc, haut triglycérides, c'est la deuxième case à cocher. La troisième case à cocher, c'est HDL cholestérol, donc c'est le bon cholestérol bas. Donc, c'est inférieur à 0,4 chez les hommes et inférieur à 0,5 g par litre chez les femmes. Quatrième case à cocher, c'est adiposité abdominale, donc tour de taille supérieur à 100 cm chez les hommes ou 89 cm chez les femmes. Parce qu'il y a un truc obscur, quand tu as de la graisse à cet endroit-là, ça génère de l'inflammation et tout. C'est de la graisse chelou, ouais. Ok. Voilà. Donc ça, c'était la quatrième case à cocher. Et la cinquième case à cocher, c'est haut glucose à jeun, donc supérieur à 1,1 g par litre. Donc là, normalement, on a donné assez d'infos pour dire c'est hyper intéressant. On sait c'est quoi les critères exacts pour avoir, ou on sait si on a un problème métabolique ou pas. Mais on sait ce qui provoque ces maladies du coup, ou c'est... Ah bah oui. Là, c'est les trucs... là, c'est la maladie de l'abondance. C'est de trop bouffer voilà. quoi que ce soit. Quoi. Et en particulier ici, c'est quand même surtout de trop bouffer du sucre. Ok. Voilà, d'où l'introduction sur le fructose et qu'on n'est pas trop fait pour en encaisser des quantités de poney. Donc voilà, c'est pas mal quoi. On sait, ok, c'est qui les obèses en bonne santé, c'est qui les obèses en mauvaise santé, c'est qui les plus fins en mauvaise santé. Je trouve ça hyper intéressant. En plus, on a les stats. Voilà. On voit que c'est quand même corrélé d'être obèse et d'avoir un problème de métabolisme. 62%. Mais quand même 22% des gens qui sont pas obèses qui ont ça quoi. Voilà. Donc je sais pas si tu veux rajouter un truc, Georges.
Non, moi je trouve ça intéressant. Rien à... J'avais l'impression que t'étais en attente de caser un truc. Et voilà. Et je vous propose, du coup, histoire d'essayer de vraiment découper en deux, de faire le deuxième cavalier de l'Apocalypse et après de s'arrêter et de dire vas-y, on arrête la partie 1. Donc, deuxième cavalier de l'Apocalypse, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est, si je le dis un peu de manière simplifiée, c'est le cholestérol qui va boucher les veines. Donc, le cholestérol, vu que c'est de la graisse, ça se dissout pas dans l'eau. Donc, ça doit être transporté par ce qu'on appelle des lipoprotéines. Donc, c'est des sortes de boules. Et donc, ces boules-là, il y a le HDL, on appelle ça le bon cholestérol. Et il y a aussi les boules LDL, donc mauvais cholestérol. Voilà. Et donc, lui, il fait une analogie. Donc, il dit les vaisseaux sanguins, c'est la rue. Les maisons au bord de la route, c'est la paroi du vaisseau sanguin. La clôture devant chaque maison, c'est l'endothélium. Donc, c'est une barrière semi-perméable où tu as les nutriments, les globules blancs qui peuvent passer. Et HDL et LDL, c'est les voitures qui circulent dans la rue. Alors, est-ce que vous avez un peu de culture générale? Est-ce que vous savez, du coup, où est le problème quand on a les artères bouchées, quand on a des maladies cardiovasculaires qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est qu'il y a des voitures qui commencent à se garer devant les barrières. Pas mal. Après, il y a d'autres voitures qui veulent encore se garer, sauf qu'il y en a déjà qui sont garées, donc ça se gare un peu sur la route, donc c'est de plus en plus difficile pour les voitures de circuler dans la rue. Et puis après, voilà, ça, au bout d'un moment, c'est coincé. C'est pas mal, j'aime bien. Et je vais faire je vais faire un tout petit monologue, en effet, pour décrire le truc, parce que je trouve que c'est hyper intéressant en termes de culture générale. Donc, en effet, tu vas avoir quelques particules HDL et LDL là, qui portent du cholestérol qui vont finir par franchir la barrière, donc l'endothélium, et c'est pas très grave, elles peuvent se barrer. Et c'est ce que les HDL, le bon cholestérol, ils font souvent, ils se barrent, ils ne restent pas coincés. Par contre, les LDL, elles ont plus tendance à s'y coincer, d'où le terme mauvais cholestérol. Et si tu es coincé et que tu t'oxydes, alors pour t'oxyder, il faut rencontrer une molécule ultra réactive, ça s'appelle des espèces réactives de l'oxygène. Là, ça commence à partir en couille. Si ton LDL il s'oxyde, et les molécules oxydantes, je sais pas, pour simplifier, on va dire que, même si je simplifie, c'est des déchets qui sont émis par le corps, quoi. Et donc une fois que la particule elle est coincée et oxydée, t'appelles la police, donc c'est les globules blancs, les macrophages pour les bouffer, quoi. Sauf que s'il en bouffe trop, il explose. Et donc ça fait une espèce de tache de gras un peu dégueulasse, blanche, que tu retrouves quand tu fais les autopsies. Et donc le corps, il va essayer de construire une espèce de barrière autour de ce savon dégueulasse, ça devient fibreux, et ça c'est la plaque qui s'accumule dans tes artères. D'accord ? Et dernière étape, elle se calcifie. Et donc la calcification, c'est un truc vraiment pour dire vas-y, je protège cette barrière pour plus qu'elle bouge. En fait, il faut qu'elle reste là. Et en fait, quand tu as des plaques calcifiées, en fait, c'est pas dangereux, c'est même très bien. Mm-hmm. Mais c'est juste qu'en général, quand tu as des plaques calcifiées, ça veut dire que tu en as beaucoup qui sont pas calcifiées. Okay. Et que du coup, c'est potentiellement la merde. Et en fait, quand tu as un incident cardiaque, c'est que tu as une de ces plaques non calcifiées, du coup, qui va se détacher et qui va partir. Et là, c'est la merde, quoi. Si ça se détache et que ça part, et que, si j'ai bien compris, si ça se retrouve dans un capillaire plus étroit, si j'ai bien compris, là, c'est la merde. Ça arrête du coup d'un coup le flux. Là, c'est la grosse merde, quoi. Okay. Voilà. Et il y a aussi des espèces de réactions en chaîne là où la plaque s'est détachée. Mmh. C'est une espèce de coagulation en chaîne trop chelou. J'ai pas exactement compris comment ça marchait, mais bref. Du coup, fun fact, je pensais que ça serait simple. En fait, il se trouve que c'est quand même relativement compliqué. C'est compliqué. En fait. Ouais, c'est marrant parce que on pourrait se dire, juste on mange du gras et ça bouche les artères. Ouais. Non, en fait, il y a pas mal d'étapes où le corps il essaye un peu de pallier à la merde. Il faut bien faire 9 ans d'études avant d'être médecin, quoi.
C'est clair. Parce que là, ça doit être même encore une version simplifiée de la réalité. Ouais. Non, mais en fait, c'est à l'infini. En fait, quand tu creuses, c'est à l'infini. Ouais, je posais des questions, mais pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? En fait, c'était à l'infini. Genre, j'ai fait, vas-y, je laisse tomber. Oui, j'avoue, tu sais, j'ai en image les espèces de reconstitution 3D de genre, t'as un espèce de truc jaune qui s'accumule sur la paroi. Exactement, on a tous ça en tête, En fait, on nous a menti. Mais t'as vu, c'est quand même relativement bien fait. C'est-à-dire que le corps, il se protège du truc et tout. C'est quand même pas mal. Ouais. Et donc, pour rentrer un peu dans le concret, quand tu fumes, par exemple, ça endommage la barrière, l'endothélium, et ça l'endommage chimiquement. C'est-à-dire que ça l'agresse chimiquement, ça oxyde ce truc-là. Quand tu fumes, ça oxyde les LDL aussi en bonus. Voilà, donc quand tu fumes, c'est ce genre de dommage-là. Donc, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir ce phénomène qui va apparaître. Beaucoup de sucre dans le sang, ça oxyde aussi les LDL et ça endommage aussi la paroi, l'endothélium. Les huiles oxydées, les aliments frits, c'est pareil. Une haute pression artérielle, ça l'endommage mécaniquement. Donc j'imagine que tu mets de la pression dans un tuyau, juste il prend cher, quoi. Voilà, et donc on comprend un petit peu les phénomènes. Et donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Il y avait un truc qui était un fun fact, c'est que le HDL, le bon cholestérol, apparemment, il peut nettoyer un petit peu, mais juste, on comprend pas du tout ce qui branle, en fait. Et ça, c'est hyper drôle. C'est juste, on sait pas ce qu'il fait. Et tu sais, tu peux injecter du HDL dans les gens ou stimuler la production, et juste, ça fait air, tu vois. Ça change rien? Non, ça fait rien du tout. Donc, en gros, il fait péter des câbles à tout le monde, lui. Donc, LDL, autant LDL, on comprend pas mal de choses, autant HDL, juste, on est là, genre, on est un peu en PLS, quoi. Donc, ça, c'était un petit fun fact que je voulais casser. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire, toi, modeste péon? En fait, tu sais, quand tu vas chez le médecin, il te fait un bilan lipidique. Donc, ça, c'est le truc classique, hein, et tout le monde a ça, je pense, si vous regardez vos prises de sang. Donc, vous allez avoir votre HDL, votre LDL. Idéalement, il faut pas beaucoup de LDL, donc 0,5 g par litre. Moi, je suis niqué, j'en ai 1,6 g par litre. À cause d'un gène, c'est ça? On ne sait pas, en gros. En fait, ce qu'il explique, c'est que c'est très, très personnalisé. Donc, c'est-à-dire, il dit, il y a des gens, il suffit qu'ils regardent une tranche de bacon pour avoir leur LDL qui explose. Et il dit, il y a des gens, en gros, ils mangent aucune graisse saturée et juste, ça baisse de 0, hein, tu vois. Genre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, donc c'est là où on rentre dans l'aspect personnalisé. Ouais. Et donc, c'est hyper intéressant, ça. Et oui, du coup, les graisses saturées, en effet, il y a un espèce de processus obscur au niveau du foie qui fait que tu génères plus de LDL. Mais voilà, des fois, tu peux juste rien faire, c'est génétique. Donc, affaire à suivre pour moi. Et donc, quand tu es vraiment niqué, lui, il sait pas quoi te dire à part faut prendre des médicaments, en fait. Qui réduisent le LDL. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas hyper réjouissant. C'est-à-dire que, en fait, les seuls trucs que tu peux faire, c'est pas fumer, pas manger de la friture, pas avoir des pics de glucose et baisser ta pression artérielle. Donc là, déjà, tu vas arrêter d'endommager ta paroi et tu vas arrêter d'oxyder tes LDL et voilà. Après, peut-être tu peux bouffer moins de graisse saturée, mais on ne sait pas trop, ça dépend de toi, de tes gènes. Il faut que tu fasses des tests et que tu regardes. Mais tu vois, c'est là où, au bout d'un moment, juste tu commences à être coincé, enfin, tu vas pas rien manger, quoi. Ouais, oui. Donc on arrive un peu à la limite du... même visiblement de rien manger, ça change rien, non? Chez des gens, ouais. Chez des gens, ils auront quand même un LDL très grand, ouais, c'est ça. Donc voilà. Et on l'a pas dit, mais on l'avait dit dans Genius Life, c'est que plus t'as un mode de vie sain, plus tes LDL sont gros, les particules. Et donc si elles sont grosses, elles ont plus de mal à se coincer sous la paroi. Okay. Et ça, pareil, j'essaie de comprendre pourquoi elles étaient plus grosses. Genre, c'est des phénomènes obscurs aussi. J'ai lâché l'affaire au bout de la 4e question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu mesures ton LDL, tu te le fais mesurer en grammes par litre chez le médecin. Sauf que ça te dit pas si tu as des grosses particules ou des petites particules. Ouais. Et donc, du coup, lui, il préconise le test au-dessus qui est de compter les particules. Donc, ça s'appelle tester la polypoprotéine B.
Et quand j'ai demandé ça à mon médecin, il m'a envoyé chier. Il m'a dit, ouais, on fait pas ça. À moins que... T'es une merde. Il m'a dit que j'étais une merde. Mot pour mot. Il m'a pas dit ça, mais il m'a envoyé chier. Il m'a fait, ouais, ça sert à rien. Donc voilà. T'es trop niqué. Non, mais... Alexa, à chaque fois, il veut se faire des trucs et le médecin... le médecin, le médecin, il est au bout de sa vie. Le médecin, il est au bout de sa life. Non, mais du coup, je me dis, tu sais, avoir un bon métabolisme, c'est quelque chose qui est à ta portée. Donc, c'est peut-être pas très grave de ne pas pouvoir te faire tester ton apolipoprotéine B. Voilà, juste si tu fais pas de la merde, oui. A priori, tes particules sont grosses. Par contre, si tu n'as pas les bons gènes, bah, tu vas en avoir beaucoup. Voilà. Et donc ça, je sais pas si vous avez fait ça, mais ça, c'est vraiment un truc hyper important. Alors, tous les médecins nous le disent, mais en fait, on a tendance à s'en battre les couilles. C'est de regarder comment tes parents, tes grands-parents, tes oncles et tes tantes, ils sont morts, ou alors s'ils sont pas morts, est-ce qu'ils ont eu des problèmes de santé, quel type de médicaments ils prennent. Et ça, c'est giga important. Je sais pas si vous avez déjà tilté qu'en fait, c'était un truc... Pas vraiment. Ouais, j'imagine que non. Hein, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on dit pas assez... moi, je le sais parce que ma famille est cardiaque. Enfin, deux côtés. Voilà, ok. Et du coup, on m'a toujours dit, fais attention, dans la famille, on est cardiaque. Globalement, il faut que je le dise dès que je peux, apparemment. Genre, dès que je vois un médecin, il faut que je lui explique que ma famille est cardiaque. D'accord, c'est bien déjà. Okay, ouais. Mais du coup, c'est bien, tu vois, donc je suis un peu sensibilisé à ça. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais jamais généralisé, en fait, qui est juste de dire, tes parents les plus proches, de connaître leur cause de décès, ça en dit sur ton patrimoine génétique et sur tes zones de risque, quoi. Et du coup, le fait de savoir ça, est-ce que tu as déjà fait gaffe à ton LDL dans les prises de sang ou tu t'en es toujours un peu battu les steaks? Non, si, pour le coup, je fais attention. Parce qu'en gros, mon père a fait plein de crises cardiaques, mes deux grands-pères avaient fait des crises cardiaques. Donc tu regardes ton LDL. Est-ce que tu as vu que tu arrivais à le baisser en bouffant différemment, ou en gros, c'est tellement, tu fais tellement jamais de tests qu'en gros, c'est pas possible de faire des tests? Enfin, c'est pas possible de voir. Non, j'ai pas trop regardé parce que j'avais jamais. En fait, tu sais, c'est le ratio entre les deux, de ce que j'ai cru comprendre, entre HDL et LDL qui est important. En fait, c'est là où il y a un peu un degré de complexité. C'est que, en fait, de ce que j'ai compris, c'est que tu regardes le ratio entre triglycérides et HDL. Et en gros, s'il est inférieur à 1, c'est vachement bien. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vachement bien d'un point de vue métabolique. C'est-à-dire que tu sais, t'es pas en train de défoncer ta barrière, t'es pas en train d'abuser au niveau surbouffe et tout. Par contre, le LDL tout seul, j'ai l'impression que c'est plus là, tu rentres dans le domaine du génétique et de est-ce que tu as bouffé trop de graisse saturée. Tu vois, t'es moins dans, je sais pas comment te dire, t'es moins dans l'agression de ton corps, t'es plus dans des phénomènes physiologiques un peu standards. Tu vois. Ouais, non, moi j'ai jamais trop. Enfin, j'ai juste regardé si j'étais dans les normes standards des tests, quoi. Et t'as jamais essayé de le baisser? Ok, d'accord. Non, jamais. Ok. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, il y a juste une dernière info que je voulais lâcher, c'est que typiquement, il raconte l'histoire d'un gars là qui s'appelle Anahad. Et donc lui, il avait beaucoup d'incidents cardiaques dans sa famille. Et il avait un score calcique de 125. Donc score calcique, c'est en fait on te scanne ton corps. Alors je sais pas si ça existe en France, mais ça existe dans l'hôpital américain de Paris, j'ai vu. Donc on scanne ton corps et on regarde en gros combien tu as d'artères calcifiées. Et en gros, on avait dit les artères calcifiées c'est bien, mais ça te prédit quand même que tu en as plein d'autres qui sont pas calcifiées et que c'est la merde. Et donc en gros, lui, il avait 125, alors que Peter Attia, il avait 6 de score calcique, et 6, c'est déjà au-dessus de 85% de la population de son âge. Parce que Peter Attia, déjà, lui, il est cardiaque dans la famille. Okay. Voilà. Donc, en gros, le mec, il avait 125. Non, mais ça veut dire il était en train de mourir. Voilà, donc c'était... donc, c'était what the fuck. Et en plus, tous ces bilans au niveau des lipides, c'était bon. Donc, c'était obscur.
Ça veut dire quoi, c'était bon? En gros, il avait un bon score de LDL. Ils ont même checké le nombre de apolipoprotéine B, du coup, donc le nombre de LDL. HDL, c'est normal. Triglycérides, c'est normal. Mais juste, il avait 1 milliard. Mais juste, il avait 125 de score calcique. Ouais. Okay. Et en fait, du coup, et ça, c'est hyper important, et je sais pas si les médecins sont au courant, mais du coup, si tout le monde dans ta famille a eu des crises cardiaques à 45 ans, j'aurais envie de te dire, il faut peut-être essayer d'insister un peu. C'est qu'en gros, il y a un truc qui s'appelle la lipoprotéine A, ça s'écrit LP entre parenthèses A, et c'est lorsqu'un LDL fusionne avec une espèce de rare protéine appelée apolipoprotéine entre parenthèses petit a, à ne pas confondre avec apolipoprotéine A, ça c'est les HDL. Oh là là. Et en fait, et en fait, vraiment, ça c'est important. Si jamais ça peut juste intéresser une seule personne, ça serait ouf, parce qu'en gros, quand tu as beaucoup d'incidents cardiaques dans ta famille très tôt, en fait, c'est que, en gros, c'est qu'il y a beaucoup de LP entre parenthèses A, LP petit a, d'accord. Et c'est génétique. En gros, t'as des gens, juste, ils ont des gènes où t'es niqué. En gros, ton corps, il produit la masse de LP petit a. Et du coup, le test, il faut le faire qu'une fois dans ta vie. Tu peux rien faire, tu peux pas changer ta bouffe ou rien du tout. Et donc, tu peux pas le traiter. Et le seul truc que lui, il fait, du coup, c'est qu'en gros, il traite le LDL comme un mastodonte, quoi. En gros, il te file des médocs pour faire baisser ton LDL à 0, quoi. Okay. Quand tu as cette maladie génétique, entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment une maladie génétique ou quoi. Donc ça, je sais pas, c'est une bouteille à la mer, j'avais envie de le dire, parce que si quelqu'un se retrouve dans cette situation où tu as énormément de morts prématurées, faut vraiment checker, lui il dit, le LP petit a, quoi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Okay. Et peut-être que ça demande d'être pédagogue avec ton médecin, de lui dire si, mes 15 oncles, ils sont morts d'une crise cardiaque à 25 ans, et j'ai un LDL de 0,2 g par litre, je veux bien qu'on regarde mon LP petit a. Voilà. Donc ça veut dire, parce qu'en fait, du coup, quand tu fais les tests classiques, genre HDL, LDL, ouais. C'est normal, quoi. Ton médecin, il va dire, t'as un LDL bas, t'as un HDL... chez lui, c'était le cas, ouais. Chez lui, c'était le cas. Chez Anahad. Chez Anahad. Donc, du coup, ils vont pas s'inquiéter plus. Il faut juste que tu leur dises, ouais, mais les gars, en fait, tous mes parents, grands-parents sont morts hyper tôt de crise cardiaque. Faudrait quand même... D'accord, ok. Voilà. Et donc, en général, si le médecin est un peu aguerri, il va dire, ok, on va quand même compter le nombre de particules LDL. Donc, on va te compter le nombre de apolipoprotéine B. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le LP petit a, ça a beau être une apolipoprotéine B, donc tu vas réussir à le compter en comptant le nombre de particules, du coup. En fait, il y en a tellement peu qu'en gros, ça va pas se voir dans le score. Okay. Mais il suffit de pas beaucoup pour que ça foute vraiment la merde. D'accord. Donc, si tu veux, en fait, leur nombre, il est tellement négligeable par rapport au LDL que tu le vois pas, en fait, quand tu fais sur la tête. Donc, il faut vraiment aller chercher vraiment cette molécule. Voilà. Donc je sais pas, voilà, ça me ferait trop kiffer que y a un mec dans les commentaires un jour qui débarque et qui dise ouais, en fait voilà, j'ai ça dans la famille, j'ai poussé, mon médecin il m'a fait tester, et en effet on a découvert que machin. Mais voilà, je trouvais ça cool de le dire, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le cavalier de l'Apocalypse numéro 2. Pas toujours réjouissant, mais on voit que c'est quand même hautement personnalisé aussi. Ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est qu'il faut vraiment réagir par rapport à comment ton corps et ton ADN réagissent. Et donc, ça finit la partie 1. Et donc, la prochaine fois, du coup, on va voir cancer et Alzheimer. Et on va regarder, du coup, les 4 piliers. Du coup, nutrition, en regardant, c'est quoi les 2 trucs où on est sûr et les autres trucs où on n'en sait rien. On va regarder le sport. On va voir que le sport, c'est le truc qui bute tout le monde en termes de longévité. Enfin, on avait dit, si tu es dans les 2% percentiles de gens qui ont le plus grand VO2 max, en gros, tu as 400% de chances de vivre, je sais pas comment le formuler. Longtemps en bonne santé. De pas mourir à un certain âge. Donc j'imagine que tu prends un âge et tu regardes qui meurt, qui meurt pas. Et donc on va parler aussi de sommeil et de santé mentale dans la partie 2. Et voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé un peu de cette partie 1. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment original, comme je l'avais dit,
au début ou au final, non, vous trouvez, on parle tout le temps de la même chose? Non, moi j'aime bien, tu sais, le côté structuré, quoi. Quand tu mets les choses dans des cases, c'est ma personnalité, quoi. Et du coup, le fait de dire, genre, la santé, c'est 4 facteurs, tu vois, je trouve ça déjà très bien. Et après, sur chaque facteur, dire. Et après, dire aussi nos causes de mortalité, c'est aussi ces 4 trucs. Tu vois, je trouve ça super intéressant. Enfin, ça simplifie vachement le truc. Ouais. La compréhension du problème. Et non, moi, j'aime bien l'approche. Après, il nous a pas encore fait le côté hiérarchisé et le côté pondéré, non? Tu sais, tu disais. Bah non, on va le voir dans nutrition, sommeil, sport et santé mentale. Ouais. D'accord, tu voulais dire quelque chose, Clem, ou pas? Non, mais pareil, je trouve ça stylé, intéressant. Ça clarifie les choses pour réfléchir. J'avoue que quand on a commencé, quand on dit on va faire un livre sur la longévité, je savais pas très bien. Enfin, ça me paraissait très vaste. Ouais. Presque très simple. Je me disais, mais ça va être très court. Et en fait, moi aussi, j'aime bien. Pareil, structurer la pensée et les informations de manière à ce qu'on puisse les retenir déjà. Et puis aussi les appliquer. Encore une fois, c'est qu'il y a des choses aussi concrètes. Et je pense que ça, c'est pour se comprendre soi. Et puis après, j'imagine des trucs concrets pour être acteur de sa santé, enfin, tu sais, ou actrice de sa santé, ce que tu disais. Et puis il y a le côté personnalisation aussi, où tu comprends plus les mécaniques de ok, j'ai observé ça, du coup maintenant je fais quoi. Et on peut pas en fait en déduire des guidelines pour tout le monde. C'est ça, donc c'est obligé toi de regarder. Il y a des exemples. Comment je fonctionne. D'accord, bon allez, on remballe et puis la suite au prochain épisode. À la prochaine. À plus. Ah, le bâtard. Oui. C'est clair. Ah, c'est l'adrénaline. Et Alexa, t'as pas remarqué au dernier épisode que la vidéo que je t'ai envoyée, genre, elle était particulièrement quali, genre, c'était un truc de malade? Si, j'ai remarqué, ouais. Mais comment ça se fait, hein? Non, sérieux, t'as remarqué ou pas? Non, sérieux, t'as remarqué ou pas? Ouais, j'ai remarqué, je me demandais comment ça se faisait. Ah, donc la qualité, elle est notablement meilleure. Ah bah ouais. T'as changé de PC ou... Putain, mais tu dis rien là, franchement, alors que je fais des manigances là, tu dis rien. Non, en gros, j'utilise plus comme caméra la webcam de mon ordi, mais j'utilise la caméra de mon ancien téléphone, mon ancien iPhone. D'accord. En fait, le truc, c'est que quand on fait l'épisode, tu sais, je t'enregistre en stream. Ouais. Donc, j'utilise pas la vidéo. Dans ce que tu m'envoies, j'utilise que le son. Mais si tu veux, je peux t'enregistrer en... Je peux mettre un... Non, mais attends, mais du coup, moi, je peux changer t'enregistres en stream genre de Google Meet, quoi. J'enregistre le stream de Google Meet. Et, ah oui, mais du coup, je peux changer là, tu vois, le stream de Google Meet, là, je l'ai changé. Voilà. J'ai mis l'autre truc. Ah putain, ah ouais, c'est quali. Et ça change de ouf. Hein. C'est quali, ouais. C'est mieux. C'est quali de ouf. Voilà. Ok, ah ouais, là c'est quali de ouf. Okay. Ouais, mais du coup, on voit vachement bien tes cintres. On voit tout. C'est pas prêt pour ce nouveau progiciel. Ouais, c'est un full HD.